le crime organisé, moi, je trouve aujourd'hui, de plus en plus, on est dans du crime désorganisé. Ouais. C'est vraiment, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois parce que, tu sais, le crime organisé, tu sais, tout le monde entendait parler de la, tu sais, tout le monde connaissait un patché, puis tout le monde connaissait un mafieux, puis on le connaissait, tu s'entends, là, tu sais, tu l'as croisé une fois à l'épicerie, puis il me semble que c'est lui, mais je le connais, tu sais. Oh, ouais. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit un podcasteur qui est en grosse croissance au Québec. C'est Au Parloir, Cédric Bergeron, un podcasteur sur des podcasts en fait sur le milieu carcéral. Donc vraiment intéressant, on vous le suggère. Puis on va avoir une entrevue quand même assez intéressante avec lui. Yes, salut Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté. Juste en shout-out avant de commencer, il faut que je remercie notre ami Jer Alain qui nous a mis en contact. En fait, je parlais avec lui sur Messenger et il me dit Hey man, t'as-tu des invités que tu aimerais ça recevoir? Puis tu sais, je pourrais te mettre en contact. Je dis ben, on aimerait ça éventuellement parler à Cédric Bergeron du Parloir. Puis il me dit Attends un peu, je l'appelle. J'ai dit, OK. Tu reconnais son style ici. Là. Fait que là, 100%. fait que là, il Je m'a pense que Jerry est un peu comme moi. S'il ne m'appelait pas là, il l'aurait oublié probablement. Là, tu sais. Ben, Mais c'est tu sais, ça. à la limite, puis ça, tu sais, puis je vais en profiter pour le dire aux gens de plateforme, tu sais, s'il y a des gens comme ça, tu sais, écrivez-moi sur Instagram directement, Messenger, tu sais, je regarde pas mal tous mes messages. Il y avait du monde qui souvent m'écrivent un message, « Hey, je ne sais pas si tu vas aller, hey, je ne sais pas si c'est toi ou ton équipe, je vous le confirme, je réponds à mes messages, c'est moi. » Fait que, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème. Non, c'est clair. En tout cas, c'est bien apprécié d'avoir pu 100%, 100%. Ça m'a fait parler à Jeff, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, fait que, mais merci pour ça. Ah, c'est cool. Écoute, ton podcast, tu as commencé ça en juillet 2020. En tout cas, j'ai vu juillet 2023, été 2023, les premiers podcasts qui sont. Ça va faire 2 ans. Là. Écoute, si on calcule 52 semaines par année, puis j'ai pris une semaine de pause, puis l'épisode numéro 100 va sortir sur Patreon cette semaine, la semaine prochaine. Oh. J'avoue que là, je suis rendu avec une équipe, fait que là, je me perds un peu dans YouTube, Patreon, lequel sort quand la semaine prochaine, là, mais on arrive là à nos 2 ans. Là. C'est notre premier invité du podcast Au Parloir ever qui est revenu pour le 100e épisode. OK, c'est Jean-Louis Lévesque, c'est tout ça? Ouais, c'est ça. Jean-Louis qui est pas l'investigateur, mais qui est l'élément déclencheur de ce projet-là, en fait, Jean-Louis, parce que, dans le fond, moi, j'étais, tu sais, je suis à la base humoriste, puis je me cherchais une idée de podcast. Puis, il y a tellement de bons podcasts humoristiques, et je voulais pas être parmi les podcasts d'un humoriste reçoit des humoristes, parce que c'est fait, et c'est très bien fait par plusieurs personnes. Je voulais quelque chose d'original. Puis c'est à l'époque où mon collègue Jay Lally venait de sortir le podcast des personnages, justement, qui était, je trouvais, une belle idée. Fait que là, j'étais à la recherche d'une idée de podcast humoristique. Puis j'ai acheté un duplex et Jean-Louis était un de mes locataires. Fait qu'il me racontait, quand j'ai acheté, il y avait 80 à l'époque, puis il me racontait son histoire, puis c'est là qu'est venu le flash de vu les connaissances que j'avais du milieu, vu un certain background que j'ai, vu le casting que j'ai, et j'avais accès à cette personne-là et à d'autres personnes qui avaient des antécédents puis qui s'étaient replacés parce que tu te dis que c'est un podcast sur l'univers carcéral, mais c'est vraiment de plus en plus at large, parce que autant on a reçu des gens qui travaillent dans le milieu, mais on a reçu aussi des victimes, on a reçu de la famille de. Fait que le fils de, le père de, on va vraiment at large. Puis ben, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai demandé à Jean-Louis avec l'idée de faire une dizaine d'épisodes sur l'univers carcéral pour ensuite partir un projet humoristique sur Internet. Puis ben là, ça va faire 2 ans. Et là, je travaille sur un projet humoristique 2 ans plus tard qu'on va sortir sur Internet probablement à l'automne dans ces eaux-là. Mais parlons-en un peu de. Tu dis,
tu te décris comme humoriste, dans le fond. Est-ce que tu as fait l'École nationale ou de ton côté? Non, ou, je suis un autodidacte. Tu sais, écoute, moi, là, l'humour, c'est un rêve de petit cul. Je me souviens parce que j'ai quelqu'un avec qui j'étais au primaire qui m'a retrouvé sur les réseaux suite à plusieurs passages au Gong Show. Puis il m'a envoyé notre feuillet de finissant de 6e année que moi, j'avais plus. Puis j'avais écrit, puis j'avais complètement oublié ça, puis j'avais écrit à 12 ans, en finissant de 6e année, que c'est ce que je voulais faire plus tard, être humoriste, qui n'était pas une mode à l'époque. Là, je vais avoir 44 ans la semaine prochaine. Là. Fait qu'on va se le dire, là, il y a une trentaine d'années, dire je veux être humoriste, c'était pas quelque chose de normal. Aujourd'hui, plus, parce que c'est normal, parce que l'humour est beaucoup plus mainstream qu'à l'époque. Mais tu sais, puis je me suis lancé dans plein d'autres choses. J'ai toujours été dans le côté artistique. J'ai fait de la musique pendant des années aussi, puis tout ça. Puis à 37 ans, mais c'est vraiment sous-écoute qui m'a donné un petit peu le coup de pied dans le cul. Tu sais, à l'époque, il y avait les En route vers mon premier gala. Tu sais, j'écoutais ça avec ma femme. Fait longtemps, je suis avec ma femme. Puis dans les premiers En route, puis je disais à ma femme, j'ai tellement toujours voulu faire ça. Un jour, il faudrait que j'écrive de l'humour, que je m'essaye. Puis là, ça a pris un autre 10 ans avant que, avec sous-écoute, à force d'écouter sous-écoute, Mike Ward sous-écoute, j'écoutais les humoristes parler du milieu, c'était quoi la scène, puis c'était quoi l'humour, puis j'étais comme, je peux pas croire que je vais passer à côté de mon rêve de petit cul. Fait que je me suis essayé, je connaissais un humoriste, je l'ai appelé, j'ai regardé un texte que j'avais écrit, il m'a donné des petits conseils, je suis allé faire mon premier show à l'Open Mic du Bordel, et ça a été une révélation, ça fait 7 ans quasiment maintenant que je fais de l'humour. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je suis un podcaster qui s'essaye en humour. Mais non, je suis un humoriste qui a parti un podcast non humoristique. Elle a la nuance. Tu le dis toi-même, puis tu le dis dans d'autres entrevues que j'ai entendu toi, que justement, c'était ça, le podcast, c'était comme une stratégie au départ pour essayer de donner justement de la visibilité pour tes shows. Puis tout ça, ça a juste pogné plus que tu pensais finalement. Là, parce que 100%. L'idée de base, c'était de partir un podcast humoristique pour me faire connaître parce que, comme je disais, avec le Gong Show, qu'en 2023, j'étais Monsieur Gong Show, là, je le mets en parenthèse, dans le sens que c'est moi qui l'avais fait et réussi le plus souvent. J'y allais quasiment une fois par mois. C'était rendu, tu sais. Fait qu'il y avait un vibe sur Internet sur moi à cause du Gong Show. Puis là, je me suis dit, je vais surfer sur cette vague-là. Tu sais, moi, j'ai jamais eu l'aspiration de devenir un humoriste de carrière, tu sais. Comme dans la musique où j'ai jamais rêvé de faire carrière en musique, mais faut que je le fasse. Le côté artistique est en moi. Faut que ça sorte. Tu sais, c'est un exutoire pour moi, l'art, tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est juste que je me suis dit, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est faire des shows. Fait que si je veux faire des shows, ça prend du monde qui me book, ça prend du monde qui veulent venir me voir en show, donc ça prend du monde qui me connaisse, tu sais. Puis c'était ça le but. Moi, je pensais faire une dizaine d'épisodes sur l'univers carcéral, puis après ça, partir un autre projet. Puis c'est ça, ça a pogné. Je te dirais que je l'ai pas gardé parce que ça a pogné. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de le continuer, ça pognait, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, on va se le dire. Tu sais. La raison pour laquelle j'ai continué aussi, c'est beaucoup les messages que je recevais. Je me rendais compte de l'impact que ce projet-là avait dans la société, l'impact que ça avait auprès de personnes qui m'écrivaient des messages privés, à quel point ça les touchait, ça a changé des vies. C'est ça qui me fait capoter, moi. Tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le garder, puis de fil en aiguille, ça continue, puis j'ai vraiment l'impression que ce projet-là apporte quelque chose. Donc, ça me donne l'impression d'avoir une utilité à notre société un peu, tu sais. Parce que oui, faire rire, c'est utile, mais faire réfléchir, changer des mentalités, c'est aussi important. C'est pour ça que je l'ai gardé. Puis ça a tellement grossi que, tu sais, je suis pas gêné de le dire. Aujourd'hui, Au Parloir est mon gagne-pain principal, là, tu sais. J'ai plus de day job à cause de ça. Fait que, tu sais, je peux me concentrer sur ce projet-là qui est trippant, avec une belle équipe qui m'aide aujourd'hui parce que c'était rendu trop gros à gérer toute seule. Puis ça me permet de me concentrer encore sur l'humour, de faire des shows plus facilement parce que j'ai pas à me lever à 7 heures le lendemain matin si je vais faire un show à Québec. Tu sais. Moi, des fois, je finissais de travailler à 4 heures, je partais pour Québec, je faisais mon show, je revenais ici, qui était à 1 heure du matin, puis je me relevais à 5-6 heures pour retourner travailler mon 8 heures. À m'amener une fois de temps en temps, c'est pas pire, mais là, 2-3 fois par semaine, ça commence à être drainant. C'est Au Parloir qui m'a permis de faire ça. Tu sais. Ce qui est le fun, c'est quand tu dis que tu as commencé à en vivre, donner un peu une idée.
un peu un freak du côté statistique. Les gens dans mon équipe le problème, savent. C'est un gars ouvert, mais je garde certaines informations. Mais avec les stats publiques sur Spotify, tu serais comme quelque chose autour du 26e rang québécois dans ce coin-là, environ au niveau des podcasts. Canadien. Non, mais en fait, vraiment, ce que je tiens, c'est vraiment du québécois parce que ce classement-là, personne ne le connaît. Puis, c'est sur YouTube, vraiment, ton succès semble gros dans le sens que tu as 7 millions, tout près de 7 millions de visionnements, 271 vidéos, 25 000 vues par épisode. 25 000 vues par épisode, c'est là qu'on tombe dans une zone, justement, où est-ce qu'on commence à penser à lâcher son day job. Toi, tu dis que c'est déjà fait. Évidemment, moi, en fait, sur Patreon également de ton côté. C'est exactement là que je m'en allais. Moi, c'est le Patreon qui a été cet élément déclencheur-là, c'est-à-dire que ça allait bien sur Patreon, quelques centaines, j'étais bien heureux avec ça. Puis à un moment donné, moi, j'avais lancé à ma femme pratiquement en joke, là, avec un fond de « j'espère un jour », mais je l'avais changé en disant « Hey, si un jour j'atteins tel chiffre de Patreon, je lâche ma job », t'sais. Puis l'année passée, dans le fond, moi, j'étais en arrêt de travail de mon day job parce que là, maintenant, je suis un papa, je suis un propriétaire d'immeuble, je suis un humoriste, je suis un podcaster, puis j'ai une job 40 heures. J'étais en train de me brûler solide. J'étais à ça du burn-out. Puis c'était facile de tirer la plug sur mon day job avec les assurances de compagnie. Je suis allé voir un médecin qui m'a arrêté de travailler. Puis j'ai vraiment, là, j'ai fait que les shows que j'avais de booker, puis j'ai même débooké des shows. J'étais chanceux parce qu'à ce moment-là, j'avais plusieurs podcasts d'avance. Fait que j'ai vraiment pu prendre une pause. Puis ça a donné, j'étais 4 mois en arrêt de travail. Puis ça a donné que la journée que je devais recommencer, qui était un lundi, qui était à la fin du mois, donc il y a pratiquement un an, c'était fin juillet, je devais recommencer à travailler le lundi et le vendredi avant, j'ai atteint ce fameux chiffre-là sur Patreon. Fait que le lundi, au lieu de retourner travailler, je suis rentré pour donner ma démission après 13 ans dans la même compagnie. Wow. C'était un gros coup de dé parce que ça aurait pu rechuter 2 semaines après. Patreon, là, ça fait ça. Là, moi, je peux passer d'une journée à l'autre, je peux avoir un drop de 200 Patreon. Puis là, ça peut remonter, ça peut redescendre. J'ai eu un pic à m'amener que j'ai jamais retouché. Je suis redescendu. Là, c'est une stabilité pas pire, je te dirais, depuis quelques mois. J'ai une belle stabilité Patreon. Mais c'est ça, Patreon, ça fait ça. Mais je suis jamais redescendu en bas de ce fameux chiffre-là qui m'a fait démissionner. Puis à partir de là, on dirait que quand tu lâches ton day job, moi, on me l'avait sur ton projet, là. On me l'avait dit, ça. Puis moi, j'étais comme, Chris, qu'est-ce que je peux faire de plus que je fais déjà? On dirait que juste d'avoir l'esprit puis de focusser sur quelque chose. Puis tu sais, t'as pas le choix. Là, t'as le couteau dans les dents. Moi, j'ai jamais voulu, j'ai dit souvent en entrevue, mais j'ai jamais voulu devenir humoriste de carrière parce que pour moi, l'humour est tellement un trip, tellement un plaisir. Je veux pas aller faire des shows pour le cash. Je ne mentirais pas, oui, j'en fais de l'argent avec l'humour. Mais c'est pas mon but de faire de l'argent avec l'humour, tu sais. Fait que les shows que je fais, oui, je suis payé pour, mais c'est pas la première raison pour laquelle je les fais, c'est pas d'être payé, c'est que je vais avoir du fun. Fait que, tu sais, je peux me permettre de ne pas faire des shows qui seront pas le fun pour le cash. Tu sais, même si un show est payant, mais je peux me permettre de dire, hey, ça va être Moi, si tu me dis, hey, un corpo dans un club de golf, j'en ai jamais fait, mais j'ai tellement entendu d'humoristes me dire à quel point c'était de la merde faire des shows dans un terrain de golf. Ben, j'irai jamais, même si tu mets 2000$ pour aller faire un 30 minutes, j'irai pas parce que je n'ai pas besoin. Parce que je le fais ailleurs, mon argent. Les gens n'écoutent pas dans ce type d'événement-là. Ils sont là pour la placoter. Ils ne sont pas là pour écouter le show. Exactement. Fait que, j'irais pas faire un 2000 pour me faire chier en humour. Il y a des choses pour lesquelles je ferais 2000. Il y a des choses pour 2000$ que je ferais des choses qui sont un peu de la merde. Mais pas de l'humour. Parce que pour moi, c'est trop le fun, c'est trop plaisant l'humour. Fait que, tu sais, je te dis pas, j'en ai fait des shows de merde, mais je le savais pas avant que ce serait un show de merde. Ouais, c'est ça. Là, tu le sais maintenant. Quand tu le sais d'avant, je fais comme, ben non, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Ça en étant venu après ça, tu sais, il y a des commanditaires qui ont embarqué, puis il y a les chiffres qui ont vraiment, tu sais, un mois après que j'ai lâché ma job, les chiffres ont vraiment explosé, puis je sais exactement à partir de quel épisode. C'est l'épisode qui a le plus de views. Je pense qu'on a dépassé les 180 000 vues sur cet épisode-là, qui est l'épisode 61.
cet épisode-là a été frappant pour beaucoup de gens. Puis à partir de là, ça a vraiment explosé. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cet épisode-là qui fait qu'il a connu un aussi grand succès? L'invité. L'invité était quelqu'un de spécial, était quelqu'un de très médiatisé. Donc, c'est ça. Ça a été... les extraits ont été forts, le personnage est fort. Puis, tu sais, où je me permets de dire personnage, parce que c'est une personne, mais c'est un personnage. Tu sais. C'est un gars qui a eu 6 tentatives de meurtre contre lui, tout ça, qui a fait des premières pages de journal, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un épisode marquant pour beaucoup de gens. Tu sais, j'en ai quelques épisodes qui ont frappé, qui ont dépassé les 100 000, là, tu sais. Mais lui, ça a été vraiment un élément déclencheur. Tu sais, le podcast a toujours fait ça depuis que je l'avais commencé, mais là, avec cet épisode-là, il a pogné un kick. Puis, tu sais, ça continue, comme tu disais, les views. Tu sais, on totalise à peu près 450 000 visionnements YouTube mensuels. Puis, en audio, tu vois, on est autour des 250 000. Parce que ce qui est le fun de mon podcast, c'est qu'il n'est pas timeline. Dans le sens que, tu sais, il est intemporel. Il est intemporel, merci, c'est ça que je cherchais. Tu sais, fait l'épisode numéro 1 que je parlais de Jean-Louis, tu sais, quand on sort l'épisode 100, puis au début, c'est ce que je dis. Tu sais, si tu n'as pas vu l'épisode, ben, en fait, c'est 1-2 parce que le newbie que j'étais a décidé qu'un podcast de 2 heures, c'était trop long. Fait que j'ai fait, Jean-Louis, j'ai fait 1 de 2 et 2 de 2. Le problème, c'est que la moitié des gens qui ont écouté l'épisode 1 n'ont pas écouté l'épisode 2, qui est la suite de son histoire. Fait que, tu sais, ça, je le mentionne dans le début. Fait que même si ça fait 2 ans qu'on l'a tourné, tu peux aller l'écouter. Puis dans 15 ans, Jean-Louis, même s'il va nous avoir quittés, tu peux aller voir l'épisode 1. Tu sais, tu vas relate parce que c'est l'histoire de la personne. Fait qu'elle l'ait fait ses affaires dans les années 80 ou dans les années 2020, ça reste son histoire à cette personne-là. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça que les chiffres sont bons, parce que les gens le découvrent, puis ils repartent en arrière. Puis... oui, c'est ça. Ça n'a pas mal vieilli parce que c'est intemporel. Moi, un truc que je trouve malade dans ce que tu as fait, c'est justement, tu parlais de tes invités. Tu sais, quelqu'un qui se part un podcast, mettons, en humour, tu le sais que l'objectif, tu sais, dans ta tête, c'est de dire, je vais avoir les Denis Drolet, je vais avoir Mike Ward, puis là, avec ça, je vais monter. Si tu fais de la politique, tu te dis, le gars va vouloir avoir des chefs de parti, tu sais, je sais pas, Mathieu Bock-Côté, du monde connu. Mais toi, tu sais, ton podcast, les épisodes, j'ai écouté plein d'épisodes, puis je suis comme, j'ai aucune idée c'est qui cette personne-là, mais je vais l'écouter pareil. Puis ça, c'est vraiment de quoi d'unique, honnêtement. Parce que nous autres, on en reçoit des invités, puis des fois, c'est des affaires vraiment intéressantes, mais je le sais que quand c'est pas un nom connu, que les gens font comme, ah ouais, je le sais, c'est qui lui, ils ont moins tendance à cliquer. Ça, c'est quelque chose que tu avais réalisé? Parce que l'autre fois, j'ai écouté, je pense, ton podcast 88, puis la fille, j'avais aucune idée c'était qui pour vrai, mais j'étais scotché. Genre, je tondais mon gazon, puis j'étais en train d'écouter ça, puis maintenant, c'est comme, il n'y a plus de gazon, mais j'étais dehors avec la tondeuse qui roulait tout seul. Parce que j'étais comme pas capable vraiment d'arrêter, parce que j'étais comme, c'est tellement malade ce que la personne raconte, mais je connais pas c'est qui. Puis ça, c'est rare, là, quelqu'un qui réussit à accrocher avec des gens qu'on ne sait pas c'est qui. T'sais, les gens veulent entendre. Puis, tu sais, dans des personnes connues, j'en ai reçu 2 personnes connues, tu sais. Puis, honnêtement, c'est pas parmi les épisodes les plus écoutés. Très bon épisode. Tu sais, c'est des podcasts que j'ai fait pour moi. J'ai reçu Étienne Boulay. Puis, c'est ça ce que j'avais un blanc, tu sais. J'ai reçu notre homme fort québécois, tu sais. Puis, c'est parce que c'est des gens, probablement, que je respecte. C'est des gens qui ont un parcours qui fitait avec le podcast. Tu sais, Hugo, les gens font, mais attends, si tu écoutes l'épisode, tu le sais peut-être pas, mais Hugo, c'est un ancien policier. Avant d'être l'homme le plus fort au monde, c'était un policier. C'est un gars qui a fait un show où il s'est promené parmi toutes les... c'est quelqu'un qui s'est promené à travers tous les pires ghettos des États-Unis puis de l'Europe. C'était intéressant de savoir. Puis moi, je l'ai reçu pour moi parce que je suis comme, attends, c'est quelqu'un, moi, que j'ai suivi toute ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est quelqu'un que je peux rencontrer puis parler. Puis le pire, c'est après ça, je suis allé faire son podcast à lui. Fait que ça te fait découvrir plein de gens. Et tu sais, la base, non, puis je ne vais pas nommer cette personne-là, mais moi, je connais un qui avait parti à un podcast. Et son but, c'était ça, de recevoir. Au début, il recevait des gens connus parce qu'il voulait que ça pop. Et ce podcast-là n'existe plus. C'est pas parce que tu reçois des gens connus que ça va marcher. Puis moi, j'en suis la preuve, je reçois des gens pas connus. Parce que, tu sais, des gens connus n'ont pas nécessairement des choses intéressantes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que la personne est connue que tout le monde veut la connaître plus. Parce que moi, je reçois des gens pas connus, mais avec des histoires qui méritent d'être entendues. Tu sais, puis on reçoit pas des gens... Tu sais, l'histoire est une chose, mais
ce qu'ils sont aujourd'hui, pour moi, c'est important. Tu sais. C'est rare parce qu'il y a quelqu'un hier qui me crie « Hey, je suis allé voir un show. » Encore là, je ne vais pas nommer l'artiste, mais il dit « Je suis allé voir un show franco, man. Hey, ce gars-là vient de sortir de prison, puis tout, c'est un bon artiste, puis il est connu, tout ça. » Je dis « Ouais, mais je pense pas que ce gars-là est réinséré, réhabilité et marche dans les pas de la société. » Tu comprends? Fait que moi, une histoire de prison, si tu es encore là-dedans, pas intéressant, oui, intéressant, mais c'est pas le but du podcast, c'est pas le message que je vais envoyer. Tu sais. Moi, je vais envoyer un message de réinsertion, de réhabilitation. Tu sais. Ça, c'est le bout qui est important dans tes trucs. Il y a des principes d'éthique que tu suis, que tu as une ligne directrice de ce côté-là. Parce que, tu sais, ça peut toujours être borderline. Si tu veux du crunchy, c'est sûr que tu vas finir par dealer avec des gens qui restent dans le milieu, puis qui vont rester dans le milieu, puis qui ils sont quasiment en mode recrutement, tu dirais. Tandis que si tu arrives et tu te dis non, t'as peu. C'est pas l'histoire comme telle qui est importante, mais plus l'histoire de réhabilitation. C'est plus ça qui est intéressant. Le parcours, tu sais, c'est tout le parcours. Fait que ton passé, ton présent puis ton futur est important. Puis tu sais, moi, je vais être honnête puis je vais être transparent avec vous autres. Là. Moi, il y a du monde qui sont venus à mon podcast qui ont refait de la prison après. Il y en a qui sont en prison en ce moment. Il y a des gens qui sont venus avec des gros problèmes de consommation, qui avaient un beau message, puis qui ont chuté. Puis moi, j'en veux pas à ces gens-là, parce qu'au moment où ils sont venus, souvent, il y a du monde, il y a quelqu'un la semaine passée qui m'écrit « Hey, tu devrais voir telle personne que tu as déjà reçu à ton podcast, il bully le monde sur Internet, puis il est pas cool, puis tu sais, il est replongé. » Puis, oh, mais attends, au moment où cette personne-là est venue à mon podcast, il était vrai. Ce qu'il a dit, en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est que, tu sais, j'ai pas senti que son plan était de retourner en criminalité. Au moment où il est venu, le message qu'il nous a livré, il est bon. Est-ce que la personne s'y est retombée? Faut que j'enlève l'épisode? Non, parce qu'au moment où il est venu, le message qu'il nous a livré, il est important. Tu sais, je veux dire, ça arrive de retomber, ça arrive de rejeter. Je le souhaite pas à personne, mais c'est des humains qui ont fait des erreurs, qui ont l'erreur en dedans d'eux, et c'est possible qu'ils en refont. Puis, tu sais, je vais pas cracher sur quelqu'un qui a refait peu importe l'erreur qu'il a fait, tu sais. Parce que. Ouais, vas-y. Oui, on est un podcast un peu politique, fait qu'il faudrait quand même t'en parler un peu. Vas-y. Ton regard du milieu, soit carcéral ou de justice au Québec, on a l'impression, nous autres, d'un point de vue quand même assez reculé, que c'est très sous-financé, qu'il manque une tonne de ressources. Mais si tu rencontres quelqu'un, justement, qui a une intention de réhabilitation puis de reprendre le droit chemin, est-ce qu'ils ont accès à assez de ressources, selon toi, ou ben non, c'est vraiment déficitaire de ce côté-là? Tu sais, ça va dépendre. En partant, tu dis, tu sais, politique, il faut que tu penses à une chose. Tu sais, à quel point tu vas te faire réélire sur une promesse de rénover des prisons, d'augmenter le budget des prisons. C'est pas ça que tu vas te chercher des votes, là. Tu vas aller chercher des votes sur un esti de pont que personne n'a besoin. Là. C'est ça, tu vas aller chercher des votes. Là, ou tu vas te faire haïr un des deux. Mais je veux dire, injecter en santé, rénover les écoles, tout ça. Oui, c'est important parce que c'est les jeunes, parce que c'est important. Puis je dis pas que c'est pas important. Puis le monde font comme Chris, le monde sont en prison. Ben Chris, ils n'ont pas à être bien. Mais il y a une esti de limite. Puis à un moment donné, tu sais à quel point ça coûte cher une personne en prison, un humain en prison, là. Tu sais, je vais dire, écoute, là, prends la moitié de ce que ça coûte à cette personne-là, ce que cette personne-là coûte un an en prison, là, divise-la en deux puis donne-y en salaire. Tu peux pas faire ça avec tout le monde, mais dans le sens que tu vas l'aider, tu l'aiderais bien plus à le garder en société puis à lui donner la moitié de ce que ça te coûte en prison, tu sais. Des fois, mais c'est tellement du cas par cas. Puis, tu sais, au provincial, on va se le dire, les ressources sont plus limitées parce que c'est des plus petites sentences. Donc, il y a moins de ressources, tandis qu'au fédéral, ben là, c'est plus structuré. C'est fédéral, c'est plus gros, il y a plus d'argent, c'est des peines qui sont plus longues, donc il y a plus de ressources, plus de psychologues, plus de suivi, plus de ci, plus de ça. Puis tu sais, tout ce qui s'attrait à la réinsertion sociale, tous les organismes, ben c'est ça, c'est des organismes. C'est pas le gouvernement, c'est des organismes qui sont créés par des gens, des OBNL, pour aider les gens à se réinsérer. Les jeunes qui sortent de la DPJ à 18 ans, là, ça n'existe pas un organisme du gouvernement qui va aider, appuyer les jeunes qui sortent de la DPJ. Quand tu as été en DPJ de l'âge de 11 ans à 18 ans, puis à 18 ans, tu es lâché dans la jungle de la vie,
ça se peut-tu que dans une couple d'années, tu te retrouves en prison ou tu te retrouves sur un coin de rue en train de consommer ou à quêter du change? Fait que tous ces organismes-là, c'est des organismes qui sont privés, c'est des OBNL qui sont sous-financés. Oui, il y a du financement gouvernemental, mais tu sais, à quel point tu penses qu'il faut que tout qu'ils fassent, puis ils ont besoin d'argent, puis c'est des gens qui aident. Tu sais, fait que, oui, il y a un manque d'argent, oui, il y a un manque de soutien, mais il en manque partout, tu sais. Est-ce que je suis prêt à dire que la prison est plus importante que d'autres affaires? Non, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Tu sais, moi, quand je pense juste à la prison Leclerc, qui était une prison fédérale pour hommes, qu'ils ont fermée parce que c'était trop désuet, parce que ça n'avait aucun sens. Le Canada a fermé cette prison-là et le Québec a fait quoi? Hey, on va la prendre puis on va en faire un centre provincial pour femmes sans y faire aucune rénovation. Fait que c'est trop désuet pour les hommes fédéraux, mais ça va être parfait pour les femmes provinciales. Ouais. Je ne suis pas vraiment surpris de ce que tu viens de dire. Écoute, malheureusement, moi non plus. Non, c'est ça. Je t'ai entendu, je ne sais plus dans quel podcast que tu as passé, mais je t'ai entendu dire une affaire que je n'avais pas pensé, mais auquel tu dois être confronté souvent. C'est que tu disais, tu sais, moi, j'invite du monde, puis, tu sais, ils me racontent toutes sortes d'affaires, mais dépendamment de s'ils ont entamé des procédures judiciaires, tu sais, pour faire condamner ou pour poursuivre la personne, moi, il faut que je fasse attention parce que, tu sais, mettons, la fille, elle vient et elle dit Jean-Paul, un tel, c'est à la 3e avenue, il m'a agressé. Tu sais, toi, si ça ne s'est pas rendu devant les tribunaux, ça peut être, on s'enligne direct vers de la diffamation, tu pourrais te taper 100%. des poursuites, tout. Fait comment tu deals avec ça quand tu fais tes entrevues? Ben, je le demande, mettons, pour prendre cet exemple-là, il y a malheureusement beaucoup trop de femmes qui m'écrivent avec des histoires d'abus sexuels. Pas dans le sens que je veux pas que les femmes m'écrivent, mais dans le sens que ça fait aucun sens de voir à quel point il y a autant de femmes qui sont agressées dans notre société, là. Ça, c'est épeurant, là. Ce qu'on peut voir dans les journaux puis ce qu'on entend, je te dis que c'est rien si tu voyais mes DM, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que souvent, mettons, une fille va m'écrire, puis tu sais, hey, mon père, puis mon oncle, puis tout le monde, puis j'ai vécu ci, puis j'ai vécu ça. Je fais, d'accord, est-ce que tu as porté plainte? Est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce qu'ils ont été retrouvés coupables? Non. Là, c'est parce que c'est de commencer à dire, tu sais, mon ex, mon père, tu sais, là, on les nomme pas, mais en même temps, fait que là, c'est challengeant. Tu sais, moi, j'ai déjà quelqu'un qui est venu puis qui me parlait de son ex, qu'est-ce que son ex avait fait vivre à ses enfants, à lui. Mais il y a eu arrestation, il y a eu procès, il y a eu... Là, on peut en parler. Mais encore là, moi, je veux pas qu'il nomme la personne, tu sais. Parce que c'est ton histoire à toi. Tu peux dire ton ex, mais nomme-la pas pour rien. C'est pas dans l'intérêt. Tu sais, ça apporte rien de plus de la nommer, tu sais. Puis justement, je m'évite des feedbacks, tu sais. Mais j'ai quand même des gens qui m'ont écrit pour dire hey, il parle de son ex, ben, il a pas le droit, si ça, mais lui, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là. Puis là, tu sais, du monde qui m'écrive, c'est comme hey, tu reçois ce gars-là, man, ce gars-là, c'est un crosseur, c'est un voleur, il m'a arnaqué, il m'a fait ci. Je suis comme ben, je sais. Il nous l'a compté pendant 1h30 que c'était un voleur, que c'était un crosseur, que c'était un drogué. Oui, c'est ça. Ouais, mais moi, il m'a volé. Ben oui, mais t'es pas tout seul. Je comprends une victime, tu sais, puis je comprends une victime, tu fais comme hey man, ce gars-là, il m'a déjà planté, il m'a envoyé à l'hôpital, là, j'ai failli mourir. Puis là, il est dans mon écran de mon ordinateur. Je peux comprendre qu'une victime, ça ne tente pas, là. C'est clair. Puis 100%, sauf qu'en même temps, je me dis il va peut-être empêcher quelqu'un de faire exactement ce que lui a fait. Si quelqu'un l'écoute, il va peut-être faire hey, moi, la prochaine fois, je vais pogner les nerfs puis j'ai envie de défoncer quelqu'un. Ça se peut que ce que lui a fait à cette personne-là, puis il s'est fait pogner. Je n'ai eu un, là, lui, un gars qui était un violent puis qui était un alcoolique, puis qui s'est réveillé un matin, là, puis son téléphone, il y avait plein de messages, puis il écoutait un message, puis tu as tué quelqu'un hier au bar. Il n'y avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Fort heureusement, cette personne-là, finalement, n'est pas morte, mais elle a été hospitalisée pendant des mois. Lui, il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Est-ce que je m'en vais pour tentative de meurtre, voie de fait grave ou meurtre? Fait qu'il y a peut-être quelqu'un... Je comprends que la victime, quand elle le voit à mon podcast, elle fait comme, j'ai pas envie de le voir, mais en même temps, je me dis, il y a combien de jeunes qui vont peut-être l'écouter et dire, hey, va peut-être slacker ma consommation d'un bar parce que ça m'arrive, moi, avec, de me battre avec du monde d'un bar ou de frapper quelqu'un, puis c'est peut-être ça qui va m'arriver, tu sais. Fait que, tu sais, il y a deux côtés, tu sais, puis cette personne-là, la victime, tu sais, on la nomme pas.
tout ça, tu sais. Fait que de là vient aussi, tu sais, la diffamation, tu sais, la victime ne pourrait pas être nommée. On pourrait la nommer légalement parlant parce qu'il y a eu procès. Cette personne-là, je veux dire, a porté plainte. Il y a eu un procès. Si tu fouilles un peu, tu peux le trouver, le nom de la victime sur Google. Ben, c'est ce que je dis au monde. Tu veux ces informations-là? Ben, avec les informations que tu as dans le podcast, si tu en veux plus, ben, fais-les tes recherches. Parce que moi, je veux pas être l'endroit où est-ce que les victimes, même tu sais, j'ai eu des gens qui ont enlevé la vie, là. On n'est pas rentré dans les détails de leurs gestes. Tu sais, puis il y en a des fois qui en parlent parce que tu sais, c'est leur histoire, ils en parlent, puis c'est moi qui les coupe des fois, tu sais. Ben, écoute, c'est correct, pas besoin d'aller là. Une des séries les plus louches qui est passée à la TV, que j'ai écouté et que j'avais aimé, c'était Dexter. Parce que tu es là, tu te dis, Christy, le but de cette série-là, c'est de te faire apprécier un psychopathe. Là, fait que tu dis, Christy, tu finis cette série-là, tu dis, ça, c'est fucked up en sacrament ce que les réalisateurs et les producteurs ont fait parce que tu as vraiment beaucoup d'empathie pour un gars qui est un monstre en tant que tel. T'sais. Fait que ça, c'est la ligne qui ont franchi de leur côté, puis ils l'ont peut-être bien franchi, mal franchi. Les gens peuvent juger. Mais ça, c'est une ligne qui est importante dans cette histoire-là parce que à un moment donné, tu ne veux pas glorifier cette criminalité-là. Puis il y a des débats éthiques. Tu dois vivre des débats éthiques dans ta tête, l'enfer, tout le temps. Pas tant parce que, tu sais, souvent, moi, là, tu sais, si tu écoutes des épisodes, là, tu sais, il y a du monde, là, des fois, là, tu sais, moi, il y a des épisodes qui ne sont pas sortis parce que je n'étais pas satisfait des réponses que la personne me donnait. Le vibe que la personne me ressortait, moi, j'ai pas trippé. Est-ce que si je sens pas assez de compassion, si je sens pas. Mais tu sais, des fois, je parle avec du monde, là. Tu sais, il y a un gars qui a enlevé la vie, là. Moi, je suis pas gêné, là. Je suis dans le podcast, moi, dit, là, ce que tu as fait, c'est impardonnable. Puis, tu sais, si la personne fait comme, ouais, mais là, tu sais, non, man, il y a pas. Puis, tu sais, les gens qui reçoivent comme, t'as raison, c'est important. Moi, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai enlevé la vie de quelqu'un, c'est impardonnable. Tu sais, il y en a quasiment qui ont dit, écoute, si la peine de mort existerait, j'aurais mérité la peine de mort, tu sais. Puis, mais il y en a un, moi, qui m'a dit une chose, puis ça m'a vraiment fait du bien. La personne me dit, écoute, ce que j'ai fait, justement, c'est impardonnable. Là. Moi, j'ai enlevé la vie de quelqu'un. Là. Cette personne-là, je ne peux pas la ramener. C'est impossible. Il n'y a rien que je peux faire. Que j'aurais fait 15, 20, 40 ans de prison. Je ne ramènerai jamais cette personne. Mais il dit, moi, je suis encore en vie. C'est pas juste, mais moi, je suis encore en vie. Fait que tant qu'à être en vie, puis être là, je suis aussi bien de faire quelque chose dans la société. Je suis aussi bien de, tu sais, je vais travailler, il donne de son temps, il va donner des cours à telle place, il va faire des speeches, il va dans NA, il va partager, il vient à mon podcast expliquer son parcours pour éviter que d'autres gens prennent le même chemin que lui. Tu comprends? Tu sais, puis cette personne-là me dit, moi, tous les jours, je pense à ça. À tous les jours, je vis avec le fait que j'ai enlevé une vie. La famille de sa victime, là, elle va pas le broyer, lui-là. Là. Tu sais, je me calisse que toi, tu te sentes mal. Tant mieux que tu te sentes mal à tous les jours. Tu sais. Puis je comprends la famille de la victime. Mais en même temps, cette personne-là, exactement, est là. Elle est encore là. Puis tu sais, je parlais de peine de mort. Tu sais, il y a un monsieur, là, ça fait pas longtemps, là, on a vu, là, après 40 ans, là, il a été blanchi d'un meurtre qu'il n'a jamais commis après 40 ans. Tu sais. Fait que c'est pour ça que tu sais, la peine de mort, puis souhaiter la mort à quelqu'un, puis ci, puis ça, tu sais, ça arrange pas les choses, tu sais. Ça va rien donner. Fait que, tu sais, moi, l'éthique, personnellement, c'est de dire, si chaque épisode, si là, les 100 épisodes que j'ai en ce moment, là, s'il y a une personne sur 100 épisodes, une personne que ça a pu allumer une switch, puis qui va pas se retrouver à la place de mon invité, job est fait. Je deal très bien avec ça. Mais ce que je peux te confirmer, puis ce que je sais à 100%, c'est que c'est beaucoup plus que ça, les gens que j'ai aidés. Il y a des jeunes de 16-17 ans, moi, qui m'écrivent, là. Hey, j'étais là. C'est là que je m'en vais, là. La conso, la criminalité, je me promène armé, je suis violent, je suis ci, je suis ça. Puis là, j'ai écouté tel podcast de tel gars qui était exactement là à mon âge, puis où il a fini, puis ce qui est aujourd'hui. Mais il dit, ça vaut quoi? Pour vivre la rue, la gloire de la rue pendant 2 ans, pour après ça me retrouver 15 ans en prison, puis ressortir, puis me retrouver encore plus bas que quand j'étais à 16 ans, dans un petit appart miteux, pas une scène, parce que tu veux pas retourner en prison, fait que tu fais plus de crime.
puis t'as jamais été à l'école, t'as pas d'études, t'as un dossier criminel, personne veut t'engager. Fait que tu fais des jobs de merde, puis tout ça. Tandis que si à 16 ans, tu t'étais réveillé, tu es allé faire un DEP, puis quand tu vas en avoir 35, puis tu vas peut-être être plombier, tu vas peut-être avoir ta maison, une femme puis des enfants, au lieu de vivre dans un 2,5 un peu crade avec l'envie de te pendre parce que ta vie, c'est de la calice de merde. T'sais. Tout ça pour la gloire de la rue. J'en ai plein des jeunes comme ça là, qui m'ont écrit, puis juste pour ça, man, je ne vais pas arrêter ce projet-là. Là, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à une question. J'ai eu à dealer du temps bénévole que je donnais comme conseiller en finance puis entrepreneur, tout ça. Il y a un prof qui m'aimait bien, qui me faisait venir dans sa classe où est-ce que c'était des jeunes qui étaient en maison là, pour le. Il avait fait des crimes, mais comme c'était des juvéniles, ben on était de ce côté-là. Ils donnaient des cours, ils faisaient leur français, leur maths, puis au travers, il avait introduit le cours d'entrepreneuriat que je donnais. Puis, tu sais, je leur montrais comment l'argent, ça dealait, ça marchait, ainsi de suite. Puis, je faisais le même cours, je le donnais avec des étudiants réguliers, secondaire 3, 4, 5. Puis, des fois, tu sais, c'était dur d'allumer les gens de secondaire 3, 4, 5, mais allumer ces jeunes-là, c'était facile parce que je me rendais compte que c'était tous des petits entrepreneurs. La plupart s'étaient fait pogner pour de la dope, la plupart avaient dealé, tout ça, mais ils connaissaient c'était quoi du marketing, ils savaient c'était quoi de la mise en commerce, tout ça. Fait que, là, tu étais là, tu disais, oh les shit, je parle avec des kids qui connaissent un peu l'affaire. Puis, je trouvais ça le fun de donner du temps avec eux autres, ainsi de suite. Mais il y en a un, il m'avait vraiment troublé. Il disait, hey, monsieur, il dit, vous semblez avoir de l'argent, vous semblez, vous avez des enfants, tout ça. Je peux-tu vous donner un conseil? Le Flo a 16 ans. Oui, donne-moi un conseil. Il dit, arrangez-vous que votre fils ou vos fils n'aient pas accès à trop d'argent dans leur poche, tout le temps. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, c'est de même que j'ai commencé à consommer. Je pouvais voler 100$ dans le portefeuille à mon père sans en rendait jamais compte. Là, j'étais là, j'ai dit, tabarnak! T'as des messages qui t'envoient qui sont vraiment forts. Tes podcasts, est-ce que tu sais, dans ces milieux-là, si on commence à les faire jouer pour aider les jeunes à voir de ce côté-là? Est-ce que tu as eu des ententes un peu avec ça ou des conférences que tu as données dans ce milieu-là? C'est fou parce que je suis un gars où je suis pas quelqu'un de scolarisé dans la vie. Là, je suis pas un érudit, si on peut dire. Je suis une personne assez intelligente. Je m'intéresse, je m'interroge. Je suis un gars hyper curieux dans la vie. Mais le TDA que je suis, l'école n'était pas faite pour moi. Je suis allé chercher un équivalence de secondaire dans la vingtaine. Fait que, sinon, si on totalise mes années d'école, j'ai quitté l'école avec un secondaire 1 fini, avec les examens finaux. J'ai jamais eu d'examen final réussi plus haut que le secondaire 1, tu sais. Puis mes podcasts sont dans beaucoup un devoir d'université en criminologie. Pour vrai? Ah ouais. Ben, ouais. Puis il y a beaucoup des profs vont donner un épisode à écouter, puis les gens doivent, les étudiants doivent faire le portrait criminel de mon invité, tu sais, des trucs comme ça. Oui, c'est écouter, c'est montrer beaucoup. Je pense que dans les écoles secondaires, ils peuvent pas les montrer parce que, premièrement, moi, personnellement, je sacre beaucoup dans mon propre podcast. J'essaie de faire attention. Tu vois, même comme invité, des fois, ça sort, mais c'est moi, c'est du vrai. Ça a toujours été ça. Tu sais, moi, quand je fais de la musique, c'était la même chose. Tu sais, la façon que je pense, c'était de la façon que j'écrivais ma musique. Tu sais. Puis c'est ça, ben, les sujets, puis tout ça. Est-ce que je peux pas te dire que c'est pas suggéré? Probablement. Ce que je sais aussi, c'est que je suis beaucoup écouté par des avocats, je suis écouté par des criminologues, je suis écouté par des policiers, je suis écouté par des avocats. Est-ce que je suis écouté par des juges? C'est pas, il n'y en a jamais un qui m'a écrit. By the way, j'aimerais beaucoup recevoir un juge à la retraite si jamais il y en a qui vous écoutent. Mais tu sais, ça a un impact là-dedans. Puis moi, je suis en train d'écrire une conférence justement où est-ce que je vais pouvoir aller parler de mes invités et on va sélectionner des bouts d'épisodes qu'on va pouvoir montrer dans les écoles, où ce que le message va être fort, mais on va limiter un peu mes sacres ou puis encore là, je pense que quand tu es en secondaire 3, 4, 5, là, un tabarnak là, dans un podcast, c'est pas la fin du monde. Là. Je pense que tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà dit. Là, ouais, puis t'écoutes du I'm gonna fuck you up, bitch, à la journée longue dans tes écouteurs aussi. Là, fait que je pense pas que. Non, c'est ça. Puis ça frappe, ça va frapper un jeune, ça va marquer un jeune aussi, quelque chose de vrai qui est pas censuré. Puis tu sais, on s'est beaucoup parlé aussi dans les
les centres jeunesse, des trucs comme ça. Tu sais, j'ai reçu une personne qui travaille en CJI, les centres d'emploi pour les jeunes, en tout cas, whatever. Puis elle travaille là-bas dans les centres jeunesse, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'ai reçu des textes de personnes en centre jeunesse qui savaient pas mal tout ce que je faisais, puis ils vont inclure, en tout cas, il y a des projets, mais tu sais, c'est parler, c'est diffuser, c'est écouter par toutes les couches de la société. Sincèrement, là. Moi, j'ai des gens de ma famille ou de ma belle famille qui sont très, très loin de cet univers-là. Puis des fois, ils disent, man, j'étais à la clinique, j'attendais pour voir le médecin, puis j'entendais les infirmières parler de ton podcast, tu sais, ou que j'étais à la cafétéria à la job, puis il y a du monde qui parlait de toi, puis de ton projet, tu sais. Puis moi, je le vois dans les gens qui m'écrivent, dans les gens que je rencontre, que ce soit la petite madame de 60 ans à la banque avec les cheveux mauves qui me reconnaît, puis qui fait « Hey, c'est écœurant ce que tu fais », puis du jeune de 15 ans qui m'écrit, tu sais. Fait que c'est fou de l'agent des services correctionnels qui me dit « Hey, ça me fait faire ma job différemment. » Ton projet, tu sais. Parce que je juge pas la personne directement par son dossier ou parce qu'elle a de l'air, parce que je sais pas c'est quoi son parcours. Parce que je découvre que les gens sont d'autres choses qu'un dossier. Je comprends qu'à un moment donné, t'es dans ta job, t'as pas le choix de te fier au dossier aussi. Parce que, Chris, tu peux pas prendre chaque personne, tu peux pas connaître tous les détenus qu'il faut que tu gères tous les jours. Mais déjà, si tu as une réflexion, si ta première réflexion, quand tu vois quelqu'un rentrer, c'est pas un check le petit pute junkie, c'est pas ça que tu as en tête, c'est peut-être hey, check la fille qui l'a sûrement échappé pour plein de mauvaises raisons ou plein de bonnes raisons. Tu sais. Des fois, il y en a qui tombent dans la consommation. Moi, j'en ai du monde qui sont tombés dans la consommation, puis je fais ben oui, Chris, je comprends. Moi avec, j'aurais envie d'oublier tout ce que j'ai vécu, tu sais. Je comprends. L'aspect, un des trucs que je te lève mon chapeau, c'est à quel point, puis tu sais, tantôt tu disais des fois je reprends du monde ou tu sais, mettons, j'ai confondu sur des affaires, mais honnêtement, je trouve que tu es capable d'écouter tes intervenants sans émettre de commentaires. Puis, des fois, ça doit te passer par la tête. Là, mais des fois, je suis comme, je sais pas comment il fait pour pas parler en ce moment. Mettons, je sais pas, moi, tu as des gens qui te racontent leur histoire, puis ils ont tellement été décrissés par leurs parents, puis 5 minutes plus tard, ils disent ouais, mais tu sais, je l'aime, ma mère. Puis moi, j'écoute ça, puis je suis comme, mais Chris, comment tu peux aimer ce vidange-là? Puis là, je suis comme, moi, je me connais, ça sortirait tout ça, je serais pas capable de me retenir. Puis là, je suis comme, comment il fait pour pas dire ces affaires-là? Genre, t'as une retenue, ou en tout cas une manière d'être respectueux avec tes invités, que je suis comme, Chris, ce gars-là, c'est Yoda, là. Non, pour vrai, je suis comme, je comprends pas comment. Non, mais je comprends pas comment tu fais pour vrai. Je suis petit, chauve et vert, c'est ça que ça fait. mais premièrement, écoute, merci, puis c'est drôle parce que, tu sais, au début de l'épisode, on parlait des commentaires, puis tu sais, la plupart des commentaires négatifs que je vois sur YouTube, tu sais, le monde dit le contraire, tu sais. Ce serait le fun que tu fasses ta gueule une fois de temps en temps, parce que, apparemment, je coupe trop puis je parle trop. Dans une conversation, dans un podcast, apparemment, je parle trop. Quand c'est pas des entrevues que je fais, mais bel et bien une conversation avec des personnes, mais ça, écoute, c'est un autre débat. C'est de moins en moins. Puis j'essaie de dire ça moins souvent parce qu'à chaque fois, il y a du monde qui m'écrit « Hey, moi, je trouve que c'est parfait. » Tu sais, fait que, tu sais, mais on reçoit 100 messages positifs, on en reçoit un négatif, c'est celui qui va nous frapper. Exact. Mais écoute, moi, je te dirais, tu sais, je suis un peu caméléon. Tu sais, dans le sens, premièrement, moi, ce qui est super important quand je fais ce show-là, c'est zéro jugement. Mais tu sais, oui, ça m'arrive des fois de dire, hey, la petite vidange de ton ex ou ton père ou ton grand-père ou whatever, le monde qui ont fait ce qu'ils ont fait. Mais tu sais, si la personne, elle me dit, tu sais, écoute, malgré tout ce que ma mère m'a fait, tu sais, je l'aime, ma mère, tu sais. C'est sûr que moi, je vais faire, man, comment tu peux? Mais en même temps, je suis qui pour dire, hey, c'est une marde, ta mère. Toi, tu l'aimes, ta mère. Pourquoi j'irais te dire en plein face? La personne, elle sait que c'est une marde, sa mère. Tu sais. Mais l'humain, on est bon pour se voiler la face. Puis si ça lui fait du bien à cette personne-là, à elle de se dire, malgré tout ce qu'elle m'a fait, ça reste ma mère, c'est la personne qui m'a mis au monde, je l'aime. Ben si ça te fait du bien. Puis c'est comme la religion. Moi, j'en ai reçu du monde. Moi, là, j'étais un athée, en tout cas, semi-athée, c'est vraiment croire en rien. Est-ce que je crois en rien vraiment? Mais tu sais, je suis pas un pro-religion. Je crois pas en la religion. Pas que je crois pas en rien, mais la religion,
zéro open bar, c'est pas pour moi. Je hais la religion. Mais j'en ai reçu tellement du monde que c'est important pour eux. Ça les a aidés, ça les a sortis de leur mindset. Puis moi, je fais comme, ben let's go. Fonce dans la religion. Ça t'aide à vivre avec toi-même, ça t'aide à te calmer, ça t'a ouvert les yeux, ça t'a changé pour t'as passé d'un monstre à un humain grâce à la religion. Hey, ben fonce dedans à 100%. Même si moi, fondamentalement, je suis comme, y a-tu de quoi de plus merdique que la religion catholique? Mais ça, c'est moi. Toi, ça te fait du bien. Fait que, tu sais, c'est un peu sur le même mindset, tu sais. Tu me parles de ton bourreau, puis je suis comme, mais la vidange, mais toi, ça te fait du bien, toi, de dire, malgré j'ai gardé dans ma vie parce que j'ai besoin de garder cette personne dans ma vie parce que ça me reground quand je pense à cette personne-là, puis d'être capable, tu sais, à quel point c'est beau d'être capable d'aimer ton bourreau. Ça te met justement à quel point cette personne-là, elle a travaillé puis elle a cheminé. Parce que tu dis, cette personne-là a peut-être consommé pendant 20 ans parce qu'à cause des souffrances que cette personne-là a faites, puis à cause de la haine qu'elle avait vers cette personne-là. Fait que ces souffrances sont encore là, mais elle nourrit plus sa haine, ce qui fait qu'elle a peut-être plus besoin de s'injecter de l'héroïne pour gérer sa haine. Fait que c'est pour ça que moi, je peux pas, tu sais, faut que je me mette dans la peau de cette personne-là, ce qu'elle a vécu puis ce qu'elle vit en ce moment, tu sais. Puis je confronte des gens. Oh, mais tu sais, là, excuse de te couper, mais tu sais, là, Non, tu vas-y. tantôt, j'ai 44 ans. À 22 ans, je pense pas que tu aurais eu la maturité d'entendre toutes ces trucs-là. C'est ça l'affaire, je pense, c'est l'expérience de vie, d'être confronté à des affaires. Puis, maintenant, tu arrives au stade de dire, je suis capable maintenant d'écouter quelqu'un, puis de garde, j'ai beau être d'accord, pas d'accord, c'est son témoignage, c'est ses affaires, parce que quand tu es plus jeune, tu penses que tu connais tout, ta vérité, puis tout, puis quelqu'un dit une affaire de même, tu aurais probablement réagi du tac au tac. Genre, voyons, si c'est une vidange, crisse-moi ça dehors de ta vie, puis Ben, j'ai déjà challengé du monde, faire comme, oh ouais, comment tu fais? Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, tu sais, de, ouais, hey, t'es plus fort que moi. T'es plus, tu sais, je le dis, des fois. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu parles de l'âge, là. Mais, tu sais, probablement, ce projet-là, j'aurais jamais pu faire ça quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, je parlais de l'humour tantôt, tu sais. J'aurais pas pu être humoriste dans 20 ans. J'aurais pas été un bon humoriste. Je pense pas, en tout cas. J'aurais été un bon humoriste. J'en connais, moi, qui à 16 ans, il était écœurant. Tu prends Charles Brunet, qui a genre 23, 24 aujourd'hui, mais à 16, c'était déjà un bon stand-up. T'sais. Moi, j'aurais pas été bon pour faire ça. Puis, j'aurais pas eu l'écoute, puis j'aurais pas eu la mentalité pour être posé, parce que j'étais vraiment pas quelqu'un de posé. En fait, je le suis pas, mais j'arrive à l'être, puis j'arrive à me contrôler. Mais dans 20 ans, j'étais pas quelqu'un qui pouvait me contrôler. Puis, tu sais, je le mets encore en parenthèse, mais le fame que j'ai aujourd'hui de me faire reconnaître à l'épicerie, puis me faire reconnaître partout, puis d'avoir des portes qui s'ouvrent dans plein d'aspects à cause de ce projet-là. Mais moi, je suis content que ça m'arrive à 43 ans, pas à 23 ans. Là. J'aurais été une belle marde, là. Mais une belle marde. Donne-moi pas un peu de fame puis un peu d'argent dans 20 ans, je suis une marde. Comme j'ai toujours dit, je pourrais pas être police, moi, là. Donne-moi pas un peu d'autorité puis un gun, là. Moi, être la paix des polices, moi, être une marde, là. Moi, me faire filmer sur TikTok à tous les soirs, tu sais. Moi, j'ai l'avantage que je suis conscient que je serais une marde. Tu comprends? Si j'étais une police, fait que je deviens pas police. Il y a du monde, je pense, qu'ils savent qu'ils vont être des mardes puis qui décident d'y aller pareil. Là, je dis police, mais ça peut être plombier aussi. Là, tu comprends? On prend un petit 10-15 secondes. Ben non, peut-être une minute, peut-être deux, pour remercier nos commanditaires. On a un gros show avec Cédric Bergeron. On sait que ça a été long. On n'a pas pris le temps de faire nos commanditaires, mais je pense que c'est important de les faire. Ils sont importants au développement des podcasts Yann et Frank. Barbecue Québec, qui sont là pour l'été avec nous. Si vous voulez acheter votre barbecue, c'est avec eux que vous pouvez le faire. La gamme de choix est phénoménale. Le mien, mon Napoléon, je l'adore. En plus, je l'ai acheté quand ça faisait chier ben du monde l'année passée. Je l'ai acheté pour vrai, contrairement à ce que les gens disent. Là. Ouais, les gars disaient que c'était pas vrai que je l'avais acheté. Non, je l'avais acheté pour de vrai. Je l'avais acheté pour de vrai. Ensuite, on a évidemment TLF Dessin qui sont avec nous aussi depuis plusieurs mois. Dessin industriel. Donc, merci beaucoup aux gens de TLF Dessin. Évidemment, Range Brand. C'est tout le temps, on l'a tout le temps sur le dos. Ils sont là, ils sont présents. Plus d'un an que c'est notre commanditaire. J'aime le thinking aussi. Tu sais, quand Cédric disait j'ai un commanditaire qui ne paye pas vraiment cher ses affaires, c'est pas notre cas. Le Rangeman paie le même prix que les autres, mais c'est notre premier. C'est le premier de tout, puis il est toujours renouvelé. Un gros merci à Max et son équipe. Puis
C'est le fun, les gens nous donnent des feedbacks aussi. Ils commandent du linge, je lui dis, hey, la qualité, man, est phénoménale. Fait que, Ouais. très cool. Et évidemment, Steven de Ready for Canada pour tous vos besoins en immigration, la paperasse, deal avec les fonds. Steven fait ça pour vous, pour vos employés, pour la dame que vous voulez faire venir, qui a conquis votre cœur à l'extérieur du Québec. Donc, Ready for Canada pour tous vos besoins en immigration. Yes. Ben, sur ça, on vous laisse apprécier la deuxième partie de l'entrevue parce qu'aujourd'hui, on a décidé de tout vous laisser ça public, contrairement à d'habitude. On s'était dit, on va faire 30 minutes, puis on va séparer ça, puis on va mettre ça un bout pour les publics, puis l'autre. Mais c'était trop bon, puis c'était trop dur de couper la conversation. Fait que, ben, merci, puis enjoy la deuxième partie. On Fait vit que, dans un monde où est-ce qu'il y a une grosse partie du crime qui est organisée, veux pas. À l'époque, on se rappelle la fameuse guerre des motards qu'on avait eue. Ça avait un des moments que ça avait brassé le plus au Québec, c'était des Rock Machines avec les Hells. On sent que les Hells vieillissent tranquillement. C'est eux autres qui ont un peu le monopole depuis un bon bout de temps sur une grosse partie du crime, mais ils vieillissent, les gars, là-dedans. Puis on sent qu'il y a un mouvement vers les gangs de rue. On a vu le mouvement avec Picturmel, tout ça. Est-ce qu'il commence à bouillir quelque chose au Québec tranquillement, pas vite? Ou tu on vois, est moi, dans un monde? là où je vais te reprendre, tu dis, tu sais, le crime organisé, moi, je trouve aujourd'hui, de plus en plus, on est dans du crime désorganisé. Ouais. C'est vraiment, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois parce que, tu sais, le crime organisé, tu sais, tout le monde entendait parler tu sais, tout le monde connaissait un patché, puis tout le monde connaissait un mafieux, puis on le connaissait, tu s'entends, là, tu sais, tu l'as croisé une fois à l'épicerie, puis il me semble que c'est lui, mais je le connais, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'était du monde quand même dans l'ombre, tu sais. Puis oui, la guerre des motards, tu sais, honnêtement, je serais curieux de regarder les statistiques de l'époque, c'est genre 94, 15, 16, 17, là, c'était dans ces eaux-là. Là, je serais curieux de voir la quantité de trucs très violents comparé à aujourd'hui, quand il n'y a pas de guerre. À quel point les chiffres sont si loin un de l'autre, tu comprends? Parce qu'à l'époque, c'était très central, dans le sens que c'était une gang contre une. Là, à cette heure, c'est rendu tout contre tout, partout contre partout. C'est armé comme ça se peut pas. Tu sais, on en parle souvent. Moi, dans les années 90, on réglait ça à coups de poing sur la gueule. Début des années 2000, tout le monde traînait des couteaux. Aujourd'hui, tout le monde est armé d'armes à feu létales, là, ce qui fait aucun sens. Fait que moi, je trouve vraiment désorganisé. Puis, tu sais, encore là, on parle de prison, là. Tu sais, dans nos prisons, sont pas pleines de monde du crime organisé, là. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais c'est pas de ça que sont remplies nos prisons, là. Nos prisons sont remplies de gens qui ont des problèmes de consommation puis de santé mentale. Ouais. Ça, c'est 90% de nos prisons, ça. Consommation, santé mentale. Fait que, c'est le crime organisé, c'est organisé. En général, ils se font pas pogner souvent. Quand ils se font pogner comme du monde. Mais c'est pas eux autres qui font des allers-retours répétitifs en prison, tu sais. C'est le gars qui est sur le coin de la rue, c'est le gars qui a des problèmes de consommation, c'est le gars qui a des problèmes de santé mentale, puis qui consomme, puis qui prend pas ses médicaments, puis qu'on n'a pas les outils pour encadrer ces personnes-là, que les parents ont fini par faire. Man, j'hypothèque tellement ma vie, j'ai plus de vie, puis qu'à un moment donné, tu décroches, t'es rendu à 24 ans, tu veux pas te reprendre en main, je veux bien à un moment donné, mais là, c'est nous autres qui ne dort plus, c'est nous autres qui est malade, c'est nous autres qui va commencer à consommer parce qu'on n'est plus capable de gérer ta consommation. Fait que, à un moment donné, je comprends qu'il y a du monde qui baisse les bras, tu sais. Puis, tu sais, on le voit, hein, les grandes villes, Vancouver, Toronto, c'était là principalement avant, mais maintenant, le fentanyl a pris le contrôle des rues beaucoup. C'est même dans la région de Québec, on commence à en voir alors que c'était relativement tranquille, là, peut-être 10 ans. C'est la pote du game, man. C'est la pote du game. Ça peut faire bien. Fait que les clients, tout coûte cher. C'est fou parce que ça, c'est une affaire, man. Tu as remarqué aujourd'hui à quel point tout coûte cher. Tu vas à l'épicerie, ça coûte cher. Tu vas gazer, ça coûte cher. Tu veux t'acheter une maison, ça coûte cher. Tu sais, qu'est-ce qui coûte pas cher? La dope. T'acheter un quart de poudre en 85, c'est le même prix que tu vas payer ton quart de poudre en 2025. Il n'y a jamais eu d'inflation là-dessus, étrangement. Et juste pour répondre à peut-être un peu la question que tu as soulevée tantôt, je suis allé voir là, sur Statistique Canada. Bon, c'est sûr, évidemment, on n'a pas tout ce qui a échoué, là, mais ça doit être sensiblement pareil. Là, mais le taux d'homicide, là, il est à peu près 2 fois moins que dans les années 90. Tu vois, regarde, dans les années 90, là, 180, 159, 135, 154 par année.
donc homicide. Là, en ce moment, là, on est aux alentours de 70, 75, 80. Fait que c'est quand même une bonne baisse, parce que la population a augmenté depuis ce temps-là. Mais on était en pleine guerre. Il y avait une guerre des motards à ce moment-là. Là, il n'y a pas de guerre. Puis, tu sais, je serais curieux de voir, tu sais, là, on a les chiffres des assassinats parce que c'est répertorié, mais je serais curieux de voir le chiffre des tentatives de meurtre. Tu comprends? Parce que le crime organisé, quand il essayait de passer quelqu'un, il n'essayait pas de passer quelqu'un. Il passe quelqu'un. Mais quand tu as un jeune de 14 ans qui va tirer du AK-47 sur un building en plein jour, c'est ça. C'est comme essayer de faire bullseye au dard. Là, je veux dire, tu as une chance sur combien si tu n'es pas un professionnel de taper dans le milieu, tu comprends? T'sais? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Là, ça sort puis ça tire de même. Puis, une balle qui t'accroche le bras, mais c'est ça. Je serais curieux de voir le nombre de tentatives d'assassinat par arme à feu en 2024-2023 qu'en 93 et en 94 de tentatives de meurtre par arme à feu. C'est sûr que les chiffres doivent être c'est sûr qu'il y a des données. On n'a pas toutes les données disponibles, malheureusement. Hey, au début, tu disais, mon premier podcast de tout, puis là, pour le 100e, tu fais revenir cet invité-là. C'était le gars qui louait un des appartements d'un bloc que j'ai acheté. Au début de ton podcast, probablement que les 10, 15 premiers épisodes, c'était comme du monde que tu connaissais ou des contacts que tu avais pour faire ça. Après ça, comment tu as fait pour trouver... Moi, c'est une question, ça m'intriguait. Comment il fait pour trouver ses invités? C'est clair que tu n'es pas au palais de justice. Tu es comme, bon, le bum là-bas, il a de l'air pas pire pour une entrevue. Comment tu fais pour trouver tout ça? Écoute, c'est fou parce que moi, quand je l'ai parti, c'est ce que je me disais. Je me disais, écoute, je voulais faire, comme je te disais, je voulais faire une dizaine d'épisodes en me disant, je connais assez de monde, je devrais être capable de faire une dizaine d'épisodes avec le monde que je connais, avec le monde que je connais qui connaissent du monde, que je devrais être capable. Fait que épisode 1 et 2, si on peut dire, c'est un de mes locataires. Deuxième épisode enregistré, c'est un vieil ami avec qui j'étais au secondaire. Et dès l'épisode numéro 4, dans le fond, qui est mon troisième invité, c'est quelqu'un qui a vu l'épisode 1 puis qui m'a contacté directement sur Facebook. Puis rapidement, ça a commencé à être ça. Moi, c'est sûr, j'ai fait un call aussi sur mes réseaux, qui n'était pas très gros à l'époque. Puis après ça, j'ai une dénommée, peut-être quelques personnes connaissent Marilyn Jonca, qui est quand même, qui a genre 400 000 followers sur ses réseaux. Marilyn, qui est une fan du podcast dès les premiers jours. Et elle m'a aidé aussi en faisant un appel sur ses réseaux. Ça l'a beaucoup aidé. Puis, dans le début, il y a beaucoup des gens qui m'envoyaient des « Hey, lui, je connais. » TikTok, je n'ai pas eu une coupe parce qu'il y a beaucoup de monde qui raconte leur vie sur TikTok. Puis, fait que ça a été ça. Ça a été de la demande de réseaux sociaux, puis tout ça. Mais j'ai pas release tout de suite. J'ai attendu d'avoir quelques épisodes. Mais je sortais déjà des extraits, puis j'avais fait, pas des lives, mais des stories, à faire même de quoi que je partais ce projet-là. Fait que rapidement, j'avais des gens qui m'écrivaient, c'était au compte-gouttes, mais ça rentrait. Je te dirais, il y a des moments où j'étais stressé de faire, hey, vas-tu être capable? Puis aujourd'hui, j'ai une adjointe pour m'aider à gérer toutes les demandes qu'on a. C'est parce fou, que là, il va falloir que tu fasses du triage aussi là-dedans, parce que sûrement qu'il y a du monde qui sont comme hey, ça va être mon time to shine, puis aller lui montrer c'est quoi un bum, moi, tu sais. Puis toi, dans le fond, ce que tu cherches, c'est des gens qui ont un message positif de réhabilitation, de reprise en main, de faire de quoi de correct de sa vie. Fait que tu veux pas un gars qui arrive, qui est comme hey, aller lui montrer c'est quoi, moi, péter des jambes. Puis, Ouais. Ben, tu ris, mais je l'ai vécu, ça. Mais tu sais, probablement, une des premières questions qu'on va poser à un invité potentiel, c'est pourquoi? C'est quoi ton but en venant faire le podcast? T'sais? Comme je te dis, moi, il y a des épisodes qui ont été tournés qui n'ont pas sorti parce que je sentais que les gens venaient pas pour les bonnes raisons. T'sais. Et tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit comme « Moi, je vais venir masquer, puis pendant le tournage, je vais me faire livrer 1 kilo de poudre, montrer au monde à quel point c'est facile, puis je peux amener genre 4-5 guns, puis tout, pour montrer à quel point c'est facile. » Puis, mais toi, t'as rien compris. T'as rien compris au podcast. C'est sûr, je ne te recevrai pas, mon chum. C'est sûr, je ne vais pas te recevoir.
Tu veux nous montrer qui a besoin de savoir à quel point. On le sait tout que c'est facile. On le sait. OK, je comprends, c'est pas n'importe qui peut se commander 1 kilo de coke, mais n'importe qui peut avoir un quart ou 1 gramme ou un 3,5 de coke en faisant deux, trois contacts. Là. On est à un contact d'être capable de s'acheter de la poudre, là, tout le monde. Là, je veux dire, puis sinon, c'est peut-être parce que tu es en Gaspésie, tu as 14, tu vis dans un rang, je comprends. Là. Mais si tu es proche de Montréal en partant, là, ou tu es majeur, là, je te dirais, là, tout le monde connaît le bar de sa région où hey, j'ai jamais mis les pieds dans ce bar-là, mais je sais que si je rentre dans ce bar-là, je suis capable de sortir avec de la poudre. Tu comprends? Fait qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous dire ça. Moi, si tu viens me dire, moi, j'ai fait du trafic d'armes, c'était tellement facile, ça venait de là, de même, on faisait ça de même, les kilos de poudre, c'était de même qu'on les avait, puis on les retravaillait de même, on coupait ça de même, puis ça, puis aujourd'hui, il faut que ça change, puis tatata. Là, je vais te recevoir. Mais si t'es là-dedans, puis tu viens juste nous montrer à quel point, check ça, c'est hot, hein? Mais non. Fuck off. Il n'y a rien de hot là-dedans, là. Mais c'est malade parce que, tu sais, ton podcast, dans le fond, en ce moment, il y a comme un espèce de discours à la mode, là, tu sais, publiquement, de dire tu sais, sur Internet, c'est toutes des cochonneries, puis il faut que les gens écoutent les médias, puis plus traditionnels, puis tout. Mais, tu sais, dans le fond, ce que tu fais, il n'y a aucun média qui fait ça. Parce que, tu sais, tout le monde a connu dans le temps les vendredis policiers, puis ces affaires-là, là, à Z ou ces canaux-là. Sauf que, tu sais, dans le fond, c'était comme plus des documentaires avec une genre de trame narrative. Puis là, il y a de la musique un peu dramatique. Puis, tu sais, on n'a jamais vraiment accès, à part des clips de 30 secondes, des fois, à des déclarations. Puis moi, ce que je trouve que tu fais comme d'inédit, c'est que tu nous fais rentrer dans un univers que monsieur, madame, tout le monde, c'est OK, quelqu'un a un cousin lointain qui a peut-être déjà fait 1 mois de prison, mais tu sais, la plupart du monde n'ont pas accès à ces témoignages-là. Et ce que tu offres au monde, dans le fond, c'est ça, c'est de l'information que tu ne pourrais jamais avoir accès. Tu sais, moi, je n'ai pas personne dans mon entourage qui a déjà fait de la tôle pour un homicide. Là. Mais tu sais, puis si j'en connaissais un, peut-être j'en ai, puis ils n'en ont jamais parlé. Puis tu sais, ils ne s'ouvriraient pas nécessairement à quelqu'un qui connaisse moins ou tu n'as pas confiance. Mais là, par le biais de toi, ce que tu proposes, ben on peut avoir accès à ces témoignages-là. Fait que toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends dire, mettons, que sur Internet, c'est tout de la merde, c'est tout de la désinformation? On va commencer par une chose. Tu dis, moi, j'ai pas personne qui est proche de moi qui a fait 25 ans de prison. Mais mettons, là, tu te fais une nouvelle blonde, tu vas dans ta belle famille, puis là, tu apprends que ton beau-frère, il a fait ça. Il a 25 ans de fête pour une sentence de vie. À quel point ça va te démanger toute la calisse de soirée d'aller voir. Puis, man, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as vécu ça? Puis, c'est sûr que tu le feras peut-être pas parce que Chris est ton nouveau beau-frère, mais ça va te démanger de te poser ces questions-là. Puis moi, je suis cette personne-là. Moi, je le fais à base, je suis un gars curieux. C'est un univers, tu sais, que j'ai toujours, qui m'a toujours fasciné. Tu sais, les Sopranos, moi, j'ai écouté ça, toutes ces séries-là, moi, ça vient me chercher, j'adore ça. Tu sais, puis moi, il y a des gens qui m'inventent une vie, là, moi, sur Internet, là, tu sais, puis moi, je m'en cache pas, là, j'ai jamais fait de prison. Est-ce que j'aurais pu faire de la prison? Oui. Est-ce que j'aurais dû faire de la prison? Possiblement, tu sais, j'ai réussi à me sortir, j'ai réussi à changer. Tu sais, j'ai été longtemps hors du milieu criminel, si on peut dire. J'ai replongé dedans tout ça. Je suis ressorti par moi-même aussi. Puis je dis souvent, tu sais, la raison pour laquelle j'en ai pas fait, c'est de la chance. Tu sais, j'ai dit tout le temps, c'est parce que je suis chanceux puis je cours vite. Tu sais. Parce que quand j'étais jeune, je courais vite. Fait que je me suis pas fait pogner au nombre de fois qu'ils m'ont couru après. Puis plus tard, ben, c'est vraiment de la chance. Je le dis puis je m'en cache pas, j'ai été juste chanceux. Tu sais, fait que puis de dire sur Internet, parce que tu sais, les médias traditionnels, là, moi j'en ai reçu des gens là, qui ont passé dans des émissions. Là. Tu sais, j'ai reçu un jeu juste, tu sais, puis je nommerai pas les émissions de ça, mais j'ai reçu un gars, moi, qui a eu un épisode d'une série au complet sur une partie de son histoire à lui. Mais c'est tellement, tu sais, c'est formaté, c'est 1 heure avec les pubs, donc c'est 45 minutes, puis on parle de une personne, puis lui, ben, il est parmi les personnes qui parlent de cette personne, tu sais, ou tu sais, ça va être une entrevue, fait qu'une entrevue qui va durer 1 demi-heure, 45 minutes, mais qui va avoir tellement de montage que l'entrevue dure 15 minutes. Moi, il n'y en a pas de montage. S'il y a du montage parce que si la personne est allée pisser, il y a eu un bug technique,
où on a name drop quelque chose qu'il fallait pas name drop, ou la personne allait écouter l'épisode après et me dit « Hey, ce bout-là, quand je dis ça, j'aimerais mieux qu'on l'enlève. » Sinon, il n'y en a pas de montage. Fait que c'est pour ça que j'ai des épisodes de 55 minutes puis j'ai des épisodes de 2h15. Tu sais, souvent, le monde me dit « Hey, ça dure combien de temps? » Ça dépend de toi. Quand mon invité arrive, tu sais, je sais pas. Toi, plus tu vas m'en donner, plus ça va être intéressant, plus ça va être pertinent. Parce que, il y en a des fois, c'est moi qui ramène. Ah, wow. Là, tu viens de passer de 12 à 18. Là. Il s'est passé de quoi de 12 à 13, 14, 15, 16? Tu sais. Puis là, peut-être tu vas faire ah, ben là, tu écoutes, j'allais à l'école, ça allait bien cette période-là. OK, parfait, on passe. Mais des fois, ça fait ah, ouais, à 13, la première fois, je me suis fait arrêter. Puis tu attends, là, tu étais déjà rendu à 18, mais à 13, tu m'as fait arrêter. Fait que, tu sais, moi, j'y vais avec ce que l'invité me donne. Tu sais. Moi, il y a un des épisodes qui, moi, c'est un de mes épisodes préférés. C'est un père qui vient de parler de son fils qui est en prison pour tentative de meurtre. L'épisode, c'est super intéressant. Le sujet est super intéressant. Mais l'épisode a duré 55 minutes parce que il nous a tout raconté, puis ça faisait du sens, puis ça a duré 55 minutes. Puis il y en a des fois, tu te dis, ah, Chris, peut-être que d'après moi, ça va. Ça a duré 2h15. Parce qu'ici, il y a des layers que moi, je ne sais pas parce que je ne sais pas tout. Moi, là, j'ai des bribes d'informations. Moi, je ne veux pas trop savoir. Tu sais, puis c'est pour ça, maintenant, en plus, avec ma collaboratrice, j'en sais encore moins. Elle me donne les grandes lignes. Tu sais, je peux te dire, à un moment donné, j'ai reçu un gars. Ce que je savais, c'est que je savais l'âge du gars. Je savais qu'il y avait une sentence de 10 ans aux États-Unis qui avait fait de la prison à la même place que Mike Tyson puis Axl Rose en même temps qu'eux autres. C'est tout ce que je savais. Fait que moi, pour moi, juste ça, c'est en masse. C'est sûr que ça va être intéressant. Puis là, finalement, le gars, il a 10 ans, c'est à cause d'un homicide involontaire aux États-Unis parce qu'il était en fuite du Québec parce qu'il s'était sauvé de thérapie pour sauver de la prison. Puis, hey, tabarnak, je ne savais pas tout ça. Puis là, le podcast, il était super long parce qu'il y avait plein de layers que je ne savais pas. Puis moi, c'est ce que j'aime. J'aime découvrir. Fait que, tu sais, quand souvent on me dit, tu poses ces questions-là. Oui, parce que, d'après moi, c'est les questions que le public voudrait poser. Parce que j'apprends l'histoire en même temps que le public, tu sais. Quelqu'un qui me la raconte, moi, je la connais pas. Fait que c'est pour ça, des fois, je pose des questions, je vais dans les détails. Tu sais, le monde dit, ah, Chris, tu coupes souvent. Ben oui, mais je la connais pas. Quand tu as une conversation avec quelqu'un qui dit quoi d'intéressant, c'est normal d'être, attends, Colis, t'es sérieux, là? Attends, faut que tu me parles plus de ça. Puis là, le monde fait, là, c'est parce qu'il était parti sur quelque chose, puis là, tu l'as arrêté, puis vous êtes parti sur d'autres choses. Ben oui, mais c'est ça, une conversation. Ah, mais on a toutes ces critiques-là. Faites-toi-en pas. On en a rien qu'en masse, nous autres aussi. Quand on parlait de mes chiffres, je me dis, quand je regarde mes chiffres, je ne dois pas être si pire que ça. Non, c'est exactement le point. As-tu déjà eu une offre pour un média traditionnel à amener ton show éventuellement c'est sur le grand public? Ou parce que ça se transfère. Nous autres, on sait qu'on est barré à vie plus 100 ans parce qu'on a de droite politique. Là, on n'a aucune chance d'avoir une offre comme ça. Mais de ton ça côté, sort quand, ça? Ça va sortir quand, cet épisode-là? À midi. OK. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, il y a des ce que je peux dire, amener mon show directement, non. Je t'explique la raison. C'est parce que si tu veux amener mon show, si tu veux amener Au Parloir, mettons, à la télévision, il faut que tu achètes Au Parloir. Ben oui, exact. Puis en ce moment, moi, j'ai fait mon étude de marché. Si tu veux acheter Au Parloir, ça va te coûter cher, tu sais. Puis la télé n'a pas tant d'argent que ça en ce moment. Je n'en serais pas des chiffres, mais disons que, en tout cas, ma retraite me stresserait moins si je pouvais vendre Au Parloir. Tu sais. Donc, non, Au Parloir à la télévision, non. Quelque chose dans les mêmes zones, mais différent, on travaille là-dessus. C'est ce que je vais aller là-dessus. Donc, on a une entente de développement sur un projet de médias traditionnel. En ce moment, on est là-dessus. Est-ce que tu aurais peur à quelque part ou est-ce que c'est une crainte que tu as, mettons, si tu fais un affaire de même, de comme te dénaturer un peu dans le sens, tu sais, les médias, on voit que c'est plus encarcané un peu que le podcast. Des fois, même les articles, on met des titres qui ne sont pas nécessairement celui que la personne a écrit, ce genre de choses-là. Tu sais, mettons, si on dit, ouais, OK, mais va falloir que tu sois en complet 3 pièces, puis que tu arrêtes de sacrer, mettons, puis que tu vous vois tout le temps ton invité. Non, mais tu te sens comme... écoute, moi, je vais te redire un peu ce que je t'ai dit tantôt par rapport à l'humour. Le podcast me fait vivre financièrement. Un projet comme ça, télévision, je ferais ça pour le trip. Ouais, je ferais ça
parce que c'est autre chose, parce que ça me permettrait d'aller plus loin. Tu sais, ça va être, mettons, exemple, ce que j'aimerais faire, je vais dire comme ça, ce que j'aimerais faire, ce serait le même genre d'entrevue, mais avec des reconstitutions, avec des retours sur les lieux, des trucs comme ça, des trucs que je peux pas faire. Les équipes de Une équipe de recherchistes, tournage, c'est du temps, ça prend une équipe, c'est beaucoup d'argent à tourner, ce genre de choses-là. Fait que ça amène un layer différent. Est-ce que je vais faire attention pour moins sacrer? For sure. Est-ce que ça va être très différent? Est-ce que je vais devenir très différent? Est-ce que je vais vous voyer mon invité? Est-ce que je vais permettre du montage sensationnaliste? Est-ce que sensationnaliste, ça ne me dérangerait pas? Est-ce que je vais faire du montage pour faire dire quelque chose à mon invité qu'il n'a pas dit? Ouais, c'est ça. Moi, non. C'est pour ça que, comme je te dis, je discute en ce moment et c'est sûr que si un truc se produit à la télé, je vais faire partie des producteurs. Tu comprends? Je ne serai pas qu'un animateur. Si tu me dis, je veux que tu animes ça, puis tu fais tout ce qu'on te dit, mais je suis désolé. Financièrement parlant, je peux me permettre de dire, pas chier. Ouais. Tu sais? Fait que des projets, je les fais pour mon trip et le truc sur lequel je suis en pourparler en ce moment, sans dire plus, c'est ça. Je suis en pourparler parce que pour moi, c'est important que de ne pas dénaturer ce que je fais. En même temps, ce n'est pas une copie de ce que je fais. C'est quelque chose de différent. Donc, c'est normal que ce soit différent. Mais en même temps, je ne vais pas me dénaturer personnellement. Tu sais. Et c'est la raison pour laquelle tu me verras probablement à peu près jamais faire d'humour à la télévision. J'ai jamais eu d'offre et je pense pas que j'en aurais. Puis si j'en aurais, moi, je leur dirais, tu me coupes aucun gag. Puis ils vont dire, ben non, on n'a pas le choix. Bon, ben, au revoir, tu sais. Parce que je connais mon style d'humour. C'est pas un humour accessible au grand public. Je suis un gars qui est très dans l'humour hyper noir, hyper trash. J'aime l'humour qui choque. J'aime l'humour qui te fait faire en même temps qui te fait rire. T'es pas sûr si tu m'écœures, mais en même temps, Chris, c'est drôle. Tu sais, j'aime ça. J'aime cette mécanique-là. Fait que, tu sais, je le ferais pas pour faire de la télé, pour des points UDA. Fait que c'est la même chose avec ça. Je le fais pour le trip parce que je pense que ça peut être le fun. Je pense que ça peut amener une ouverture ailleurs. Des gens qui sont pas sur Internet, qui peuvent découvrir cet univers-là et ces humains-là, surtout. Si ça peut faire que les gens qui sont pas très podcast peuvent allumer sur dire « Attends, là, c'est peut-être important, ces gens-là. Là. L'itinérant qui est sur le coin de la rue, quand je le regarde, je fais la petite crottée, devrait te trouver une job. Attends, là, qu'est-ce qu'il a vécu? Tu le sais pas. Avant de dire, à petite crottée, trouve-toi une job, là. On va dire, quand tu as un dossier criminel, quand tu n'as pas d'adresse fixe, quand tu as un problème de consommation, tu trouves une job, là. C'est juste en partant, là. Enlève l'adresse fixe, enlève juste le dossier criminel, là. Tu sais, moi, malheureusement, là, j'ai au moins une personne, peut-être plus, mais j'en ai une sûre à 100%. Suite à son passage au podcast, il a perdu sa job. Ah ouais. Ouais, parce que là où il travaillait, il y avait des adolescents. Puis les ados ont fait « Hey, Guy, ce gars-là, je travaille avec lui. Guy, il a fait ce podcast-là, puis les parents l'ont écouté. » Puis c'est les parents des ados avec qui ce gars-là travaillait qui ont fait « Il n'est pas question que mon ado travaille à la même place que cette personne-là. » C'est quelque chose auquel à part cet exemple-là, c'est quelque chose auquel tu es confronté pas mal. Parce que je t'ai entendu dire à Jerry Alain que pour toi, la liberté d'expression, c'était super important. Puis c'est un de nos thèmes qu'on aime beaucoup parler aussi. Puis une des affaires qu'on dit souvent dans le podcast, c'est si les gens savaient le nombre de courriels qu'on reçoit de gens qui nous disent des affaires, puis le courriel se termine tout le temps par un truc du genre en passant, ne me nommez pas, je vous ai jamais écrit. On dirait qu'au Québec, le monde, ils sont terrorisés justement de ce genre d'affaires-là. Là. Puis ils ont peut-être raison, parce que pour vrai, il y a tellement de milieux que c'est comme on veut pas de problème, on veut pas rien. Si jamais on apprend qu'un de nos employés a été dans un podcast, a dit quelque chose sur Facebook, c'est fini, final. On va trouver une excuse, mais on va te crisser à la porte. Là. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai plein de gens, moi, qui m'écrivent dire « Hey, moi, ça, c'est mon parcours, c'est mon histoire, mais je peux pas venir parce que mon entourage, parce que ma job, parce que mon employeur, parce que ci, parce que ça. » Mais, puis tu sais, je fais comme, hey, moi, en tout cas, parce que t'as un recours, là. Tu sais, mais à quel point tu as envie de te battre contre ton employeur, puis après ça va être quoi ton vibe, puis après ça, à quel point tu vas être checké, puis tu vas être scruté à la lutte, puis ils vont tout noter dans le but de finalement te crisser dehors, ce qu'ils n'auraient pas fait parce que tu es un super bon employé.
Mais là, hey, tu es allé dans un podcast. Puis, parce que, tu sais, souvent, l'employeur va connaître sa vie, mais ils veulent pas que tout le monde connaisse sa vie, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, toi, t'engages une personne, tu sais que cette personne-là a un dossier criminel, tu sais c'est quoi son parcours, mais hey, elle est bonne, elle fait sa job, elle est malade. Mais là, tu as été en parler, puis là, tout le monde sait t'es qui. Non, non, là, t'es plus bon, t'es de la crise de merde, t'es pas bon pour ma compagnie, t'es. Ça, c'est poche parce que pour moi, la liberté d'expression, comme tu dis, c'est en tant qu'humoriste et en tant que podcaster, pour moi, c'est une chose hyper importante, tu sais. Puis sur tous les aspects, là. Tu sais, moi, quand il y a du monde qui disent, tu sais, ah, il y a un gars, il y a une page YouTube, c'est un nazi, puis il fait de la propagande raciste, puis tout ça. Ouais. Ah ouais. Je suis pas pour. Mais j'aime autant mieux. Moi, justement, il fait ça sur Internet. Ben, Chris, j'aime autant mieux de savoir que ce gars-là, c'est ce qui est. Ouais. Est-ce que je suis d'accord avec son propos? Non. Puis je veux pas que tout le monde soit d'accord avec mes propos. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais ça existe. C'est là. Puis j'aime autant mieux savoir qui est quoi puis qui fait quoi. Mais ça, c'est tellement mal compris ce que tu dis là de beaucoup de gens. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Je dis, ouais, mais si cette personne-là n'est pas sur Internet, elle fait peut-être des meetings dans des sous-sols quelque part, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Là, c'est exposé. Les gens connaissent la face, savent c'est qui, puis à la limite, ils se décrédibiliseront par eux-mêmes. Si tu laisses les gens juger. Tu allais dire de quoi, Yann? Cédric, tu parles d'humour quand même un peu depuis le début. Les gens, s'ils veulent te voir en prestation, est-ce qu'il y a quelque chose en cours présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui écoute, vu que ça sort à midi, ce vendredi, on est en ce moment, c'est le Minifest à Montréal, qui est un festival d'humour émergent. Donc, ce vendredi, je fais mon spectacle qui s'appelle Sympathique, mon spectacle d'humour d'une heure à Brasserie Les Patriotes. Sur Ontario pendant le Minifest. Et vendredi prochain, le 27 juin, je fais mon spectacle aussi à Trois-Rivières, à l'entité à Trois-Rivières. Donc, cédricbergeron.com, C-E-D-R-I-C, bergeron.com, calendrier, tous les liens pour les billets, c'est tout là. Puis, quelque chose à Longueuil aussi, fin juillet, je pense. La dernière de juillet, j'étais à Longueuil aussi pendant le Longueuil Comique, le festival Longueuil Comique. C'est pas mal les 3 dernières dates de ce spectacle-là. Peut-être à l'automne, il va y avoir une couple de dates de ce show-là. Sinon, parce que je suis en train d'écrire mon deuxième. Fait que celui-là, il est pas mal en fin de vie. Malgré que j'aime encore beaucoup le faire, il y a plein de choses que j'adore encore. Parce que il y a du nouveau stock dedans aussi. Fait que, il y a peut-être quelques petites affaires qui sont dans ce show-là qui vont peut-être se retrouver dans le prochain aussi parce que c'est des nouvelles affaires. Fait qu'il y a plein de monde qui ont vu ce spectacle-là, mais qui n'ont pas vu une partie de ce spectacle-là. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis, sinon, j'anime, là, c'est fini pour l'été, mais à partir de l'automne, moi, j'ai 2 soirées. J'ai une au 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu et une au 3000, au Pizza 3000 à Saint-Henri-d'Argenteuil. 2 places super le fun, des soirées très... ça bouge. Nice. C'est des soirées le fun avec des line-up le fun que je fais en général. Ouais, c'est cool. Écoute, j'ai vraiment trippé sur cette entrevue-là, Cédric. Les gens qui veulent suivre ton travail sur YouTube, sur Spotify, c'est Au Parloir. Il y a un Patreon également de son côté. Sur Patreon, principalement, est-ce que ça sort quelques semaines avant? Est-ce qu'il y a une portion? Oui, dans le fond, l'avantage du Patreon, c'est il y a 2 avantages au Patreon. La première, c'est ça, 6 semaines d'avance. Donc, tu as les épisodes vraiment 6 semaines d'avance. Comme je disais, le 100e sort, si je ne me trompe pas, dans 2 jours. Puis, un bon avantage aussi, c'est que quand tu l'écoutes en vidéo sur YouTube pendant les 6 premières semaines, donc tant ou son temps qui est exclusif Patreon, il n'y a aucune pub sur YouTube sur le Patreon. Okay. Fait qu'à partir du moment où il se retrouve sur YouTube, là, on active la monétisation YouTube, donc il y a les pubs. Mais sur Patreon, les 6 premières semaines, il n'y a aucune pub. Il n'y en a pas en audio non plus. Mais il n'y en a pas parce que c'est la vidéo YouTube, dans le fond, qui est sur Patreon, mais il n'y a aucune pub. À part les pubs principales de mes commanditaires à moi, mais il n'y a pas les pubs qui reviennent toujours de YouTube. Ben, regarde, petite question bonus avant qu'on te laisse, justement, avant qu'on commence à enregistrer, avant que tu arrives, on jasait notre gang dans le background, puis on se demandait si tu avais eu des problèmes justement avec la monétisation YouTube, parce que nous autres, au fil des années, là,
ça s'est relaxé un peu depuis, je te dirais, 1 an ou 2. Là. Fait que peut-être si tu ne l'as pas connu, là, mais je te dirais 2021, nous autres, quand 2020-2021, quand on a commencé, tu écrivais, mettons, cannabis dans la description, puis ta vidéo était shadow, ben, tu sais, t'es démonétisé, barré, tout ça. Puis là, moi, j'écoutais tes épisodes, puis j'étais comme, t'as peu, la fille vient me dire le mot viol collectif. Là. Comment ça que le podcast est encore en ligne? Là? Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est clair qu'il y a eu des problèmes. Parce que, tous ces sujets sont des sujets sensibles, sujets controversés. Fait que, pour vrai, écoute, je te dirais, sur un peu plus de 90 épisodes sortis sur YouTube, on a 3 épisodes de démonétisés. OK, c'est pas sauf que là, je pense que ça s'est calmé. OK, puis là, je vais être transparent, c'est plus moi qui les mets sur YouTube. Là. Okay. J'ai une collaboratrice parce qu'à un moment donné, c'est une job over 40 heures de juste gérer toutes les reels, les sorties, les signes, ça. Il y a été un bout où chaque épisode devait être, on devait faire la demande parce qu'il était tout ce que je mettais était automatiquement démonétisé. Donc, il fallait que je fasse le review. Fait que des fois, pendant les 2-3 premières semaines, des fois, ça peut être long là avant qu'il te remonétise. Fait que on fallait faire la demande. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que justement, quand je le mets sur Patreon, on met la monétisation. Quand on l'upload, on met la monétisation, puis on voit tout de suite s'il est flagué ou s'il n'est pas flagué. Fait que s'il n'est pas flagué, on démonétise, puis on sait que dans 6 semaines, même qu'on le mette sur YouTube, il va être monétisé. Tandis que si on voit qu'il est démonétisé, ben on peut faire la demande tout de suite. Fait que pendant qu'il est sur Patreon, ben ils ont le temps, eux autres, de faire le views puis de nous le monétiser. Mais tu sais, j'ai eu ça avec TikTok aussi. J'ai eu à m'amener, là, écoute, c'était un automatisme, là, tout était shadowban. Là. Tout ce que je mettais était shadowban. Tu sais, puis là, il a fallu faire. Pas de recours. Tu fais des demandes. Couper pour ci, couper pour images violentes, parce qu'il y a mettons, on voit juste un point avec des gouttes de sang qui tombent, clac. On voit un extrait de quelqu'un qui rentre juste dans un dépanneur comme ça, parce qu'il fait un dépanneur, puis il y a c'est flagué. TikTok sont très frileux. Des fois, ils ne disent pas pourquoi. Hein. Une des pires plateformes pour ça, nous autres, c'est Facebook. À un moment donné, Facebook nous a carrément shut down le truc. Puis là, tu essaies de savoir c'est quoi l'histoire. Puis tu peux pas parler à un humain. Tu peux pas. Tu contestes. Tu dis, moi, mais je sais même pas ce que je conteste. Je sais même pas pourquoi que c'est un problème. Là. Un moment donné, c'était rendu. Un moment donné, tu disais le temps que ça prend, j'étais rendu au stade que je réécrivais toutes les descriptions avec des métaphores. J'écrivais genre fumée qui fait rire au lieu de cannabis. J'écrivais. Oh, mais c'est ça. Moi c'est mon adjointe m'a apporté ça, là, parce que moi, j'étais genre YouTube, puis le titre de l'épisode, genre séquestré et violé par son père, genre. J'étais comme, Chris, il démonétise mes affaires. Là, je me disais, ouais, non, mets des étoiles, là, tu sais, le mot pute, là, le U, tu peux le remplacer par une étoile, ça va faire la job, tu sais. Fait que elle m'a aidé dans les descriptions aussi, puis ça, puis tu sais, maintenant je suis chanceux, je touche du bois, puis écrivez-moi pas pour l'avoir, parce que je le donnerai pas, mais tu sais, maintenant j'ai un contact chez TikTok Canada parce que moi je me suis fait hacker, voler mon compte, puis on m'a demandé une rançon pour récupérer mon compte TikTok, tu sais. Fait que puis j'ai été chanceux parce que quelqu'un que je connaissais, puis j'avais fait une vidéo en disant au monde, écoute, la page n'existe plus parce que puis là, il y a quelqu'un que je connais qui m'a vu faire, hey, moi, je connais un gars, TikTok Canada. Puis j'ai fait, ah ouais, OK. Mais écoute, ça a été hyper compliqué à récupérer mon compte. Hyper compliqué. Ça a pris des semaines. Fait que. Il y a de la job là-dedans. Mais pour les démonétisations, écoute, aujourd'hui, je suis chanceux, sincèrement. Puis tu sais, ce que je remarque aussi, l'audio sont beaucoup plus flexibles que YouTube. Moi, mon diffuseur, c'est fou, hein? Je veux pas rentrer dans les détails de chiffres monétaires, mais on parlait de 450 000 visionnements mensuels sur YouTube, puis une moyenne de 250 000 en audio. Ben, l'audio est plus payante avec 200 000 écoutes de moins. Puis il y a beaucoup moins de pubs. Il y a moins de pubs qui passent en audio. Et financièrement parlant, c'est plus intéressant que la quantité de pubs qui passent sur YouTube. T'sais. Puis je comprends le monde qui dit, puis je comprends le monde qui dit, ah, Chris, il y a de la pub, il y a de la pub. Ouais, mais tu l'écoutes sur YouTube et tu payes pas pour YouTube. Je veux dire, à un moment donné, c'est la façon de. Tu sais, moi, le monde qui chiale parce qu'il y a de la pub sur YouTube, je fais comme, man, tu payes pas, là. Tu sais, Netflix, tu payes. Amazon, tu payes. Disney+, tu payes. YouTube, tu payes pas. À part si t'es premium. Fait que, si tu n'en veux pas de pub, paye premium. Là, on te donne du contenu gratuit. Tourner un épisode de podcast, ce n'est pas gratuit.
Mhm. Non, Mes de toute façon, invités si les gens maintenant, ne payent pas, s'il n'y a pas de revenus, puis les gens ne payent pas, toi, tu es encore à ta job 40 heures semaine, puis tu as peut-être déjà abandonné le podcast. C'est ça la tu sais, réalité. Là. souvent les gens, moi, tu sais, il y a des gens qui font comme moi, Chris, hein, ça roule Internet, c'est payant, ta. Ouais. C'est combien je perdais quand j'ai perdu ce projet-là au début? C'est combien qui me coûtait par mois que je sortais de ma poche, là? Moi, j'avais une job 40 heures, je prenais mes cachets humour et pour payer le podcast. Je perdais des milliers de dollars par mois en studio, puis en temps, puis moi, je faisais tout au début, là. Je faisais le montage des épisodes, je faisais mes reels. C'était du temps, là. Je travaillais 40 heures, je passais mes soirées. Fait que le soir, si j'avais pas un show, j'avais un show. Là, sinon, j'étais tout le temps sur mon sel à faire du montage, assis à ça. C'est des heures et des heures et des heures. Si je me mets à me charger à l'heure, là, que je payais à ma job à 40 heures semaine, puis que juste le studio, fait que tu fais juste la chose que tu payes, juste le studio en termes de studio, là. Ouais, 3, 4, 500 pièces par épisode, 4, 5 épisodes par mois, fais le calcul vite. Je faisais pas d'argent au début, là. J'en perdais énormément. J'aurais pu. Pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup de podcasts qui ne durent pas plus que 10 épisodes? Ah oui, c'est Parce ça. que si ça commence pas à être rentable, tu sais, il y a du monde maintenant, là, hey, je veux partir un podcast, puis avant d'avoir tourné un épisode, ils cherchent des commanditaires. Tu sais combien ça a pris d'épisodes avant que j'aille un commanditaire? C'est un fan du podcast qui m'a commandité parce qu'il y a sa petite compagnie puis tout ça. Ouais. Mais tu vois, la première personne qui a embarqué, la première personne qui m'a commandité, ce gars-là est encore un de mes commanditaires. Puis il paye vraiment pas cher comparé à d'autres gens qui vont me commanditer parce que lui, quand j'avais 2-3 000 écoutes par épisode, il a embarqué. Fait qu'aujourd'hui, que j'en ai 30, 40, 50, 60, 100 000 par épisode, ben, il y a un esti de bon deal parce qu'il était là direct au début. Moi, j'étais un gars, puis je suis pas un gars qui est à l'argent tant que ça parce que lui, il ferait longtemps que j'aurais pu le sortir puis mettre quelqu'un qui paye 4 fois ce que lui paye. Mais, tant que, j'y laisse sa place. Oui, je te dis pas qu'il paye ce qu'il payait quand j'avais 3 000, mais il y a encore un esti de deal, par exemple. T'sais. Fait que, mais je n'avais pas au début, là. C'était que de l'argent qui sortait de mes poches, tu sais. Fait que, tu sais, je chialais pas sur la pub, je chialais pas sur ci, sur ça. C'est, tu sais, ça fait partie de la game. Tu sais, si mon podcast avait la moitié ou le quart des views, probablement que je le continuerais parce que je perdrais pas d'argent. Peut-être que j'en ferais un peu, puis ça serait cool. Mais j'aurais probablement encore ma job 40 heures ou je ferais d'autres choses. J'aurais peut-être plus ma job 40 heures, mais j'aurais un sideline qui ferait. Tandis que là, ben, je peux me concentrer sur mon humour, puis sur le podcast pour sortir des bons shows. Tu sais, j'ai un nouveau studio, j'ai une adjointe, j'ai un monteur qui font que tu sais, quand mon monteur m'a approché, c'est la même chose. Le monteur que j'ai, c'est un fan du podcast c'est un monteur. C'est lui qui fait le montage de la plupart des gros podcasts au Québec. C'est lui qui fait les extraits. Mais c'est à partir du moment où ce gars-là a embarqué avec moi, m'a fait confiance, a dit, écoute, moi, j'ai envie de faire des extraits parce que les sujets sont super intéressants. Il m'a fait un deal. Puis c'est là que les extraits ont popé parce que ces extraits sont tellement bons. Les extraits ont popé sur TikTok, donc les views ont augmenté. Donc maintenant, ce gars-là, je le paye ce que tout le monde le paye. Mais au début, il m'a fait un deal. Puis là, ça a fait que ça a monté. Fait que grâce à lui, ça l'a monté. Fait qu'aujourd'hui, lui, moi, il me libère du travail, puis lui, ben, il s'est créé du travail. Puis c'est comme ça que la machine elle roule. Fait que je peux me permettre de payer quelqu'un. Oui, les revenus sont là, mais les dépenses sont plus là qu'ils l'étaient aussi au début. T'sais. Mais c'est normal qu'à un moment donné, quand un show fait 2000 vues, c'est beaucoup moins de job qu'un show qui en fait 50, 60, si tu totalises les deux, ça fait 700 000 vues par mois. Mais là, c'est plus de monde qui t'écrivent, c'est plus de ci, c'est plus de ça, c'est plus de gestion. Ça inclut plein des choses. Ça inclut, il faut que je m'ouvre une compagnie. Ça, tu comprends, là, c'est une business. Oui, puis moi, ce qui est le fun, c'est une des raisons pourquoi on te laisse aller là-dessus. Je veux dire, on est là-dedans, nous autres aussi. Yann et Frank, c'est devenu une business, 3 employés à temps plein. Tout est lié à ça. C'est le Patreon, c'est les revenus YouTube, les revenus Spotify. C'est la base de tout ce financement-là. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu arrives, tu regardes les médias traditionnels brailler un peu. Ils sont là, Facebook nous vole notre argent, YouTube nous vole notre argent. Là, tu es là, tu dis non. Une grosse partie de cet argent-là va à Cédric Bergeron, une partie de cet argent-là va à Yann et Frank. Je veux dire, c'est des producteurs québécois qui sont de plus petite envergure, qui n'ont pas de département de publicité ou des très petits départements de publicité. C'est les gros podcasts qui réussissent à monétiser leur truc grâce à ces plateformes-là. Moi, j'ai de la misère à être frustré contre Facebook puis YouTube. Je veux dire, ils nous aident énormément dans ce qu'on fait. Et puis, s'il y a une chose que je peux te confirmer, là, c'est que j'en paye de l'impôt
en tabarnak aussi. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Non, mais tu comprends? Oui, tu sais, hey, attends, mais j'en redonne en crise au gouvernement, moi. Là. Tu sais que il y a un pourcentage de ce que je fais sur Patreon, là, c'est direct au gouvernement, là, parce que je peux pas charger de taxes sur Patreon. Là, on rentre dans des. Mais tu sais, je peux pas charger de taxes parce que c'est américain. Mais t'inquiète qu'il y a une entente entre Patreon et le gouvernement du Canada. Il y a une entente entre YouTube et le gouvernement du Canada. Moi, quand YouTube me paye, il y a de l'argent qui m'est pas revenu direct, là, qui est parti direct au fédéral, moi, là. Moi, j'ai jamais touché. Puis sur ce que j'ai touché, t'inquiète que le gouvernement, il sait en esti combien YouTube m'ont donné ce mois-ci, là. Puis ils savent combien ils vont me donner le mois prochain. Puis je les paye en esti, mes impôts, là. Fait que, tu sais, je redonne à la société, là. Ma compagnie n'est pas aux îles Caïmans, là. T'es un Québécois en esti que j'ai, là, tu sais. On y pense des fois, hein, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est que je pourrais, moi, oui, je tourne à Cuba, tu sais. C'est ça. Podcast cubain. Hey, Cédric, merci beaucoup d'avoir été là. Les gens. Merci à vous, les gars, c'est pas intéressant. Des questions, le fun. J'ai fait peut-être je sais pas, 20-25 podcasts en tant qu'invité au cours de la dernière année et demie. On est allé à des spots que je n'avais pas été, puis très apprécié pour ça. Ah, c'est cool. Tant mieux. Donc, au parloir, tout le monde, sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify et le Patreon, évidemment. Puis, on te remercie encore d'avoir été là, puis on espère que ça a plu à tout le monde. Yes. CédricBergeron.com, humour, podcast, tous les liens sont partout, mes réseaux, tout est à la même place. Yes.